Donc d'abord, une petite intro avec des rappels. Donc vous n'hésitez vraiment pas à poser des questions, hein. C'est aussi l'objectif, c'est que vous puissiez avoir des réponses à vos questions. Si vous prenez la tête, à cause des choses, des gens qui se prennent la tête, ça ne va pas du tout. Mhm. Donc, alors, bon, des pensées, mais il y en a souvent, hein. On se rend compte que la flèche du mapping qui est toujours présente, évidemment, c'est celle des émotions. Il y a toujours une émotion quand il y a une souffrance, mais on se rend compte qu'il y a souvent des pensées. Alors, moi, je les note pas toujours, parce que pour moi, si on travaille sur une relation externe, on n'a pas forcément besoin, donc, il ne faut pas essayer de surcharger le mapping, mais par contre, si le problème, c'est les pensées, ça, c'est sûr qu'on va les noter. Donc, elles peuvent être effectivement la souffrance de la personne. Donc, la personne vient vous voir parce que elle pense tout le temps à sa fille qui est décédée ou à sa fille qui a quitté la maison. Voilà, elle dit, voilà, j'y pense tout le temps. Donc, ça, c'est une première possibilité avant de penser. Mhm. Une autre, c'est qu'elle soit la cause de la plainte, c'est-à-dire que, elle soit, que la personne, en fait, vient se plaindre parce que ça se passe mal avec son conjoint, par exemple, mais en fait, c'est parce qu'elle a dans la tête qu'un conjoint qu'il faut absolument qu'il soit comme ci ou comme ça, qu'il fasse ceci ou que ça, ou qu'il ne sorte pas, ou qu'il sorte plus, ou qu'il vive plus sa vie, ou qu'il vive moins sa vie, etc. Et donc, ça peut faire partie ça peut être une des causes de la plainte. Et puis, bien évidemment, elles peuvent être en TR, hein, il y a des pensées en TR, donc dans les pensées, vous savez bien ça tous qu'il y a des entrées, des pensées entrantes et des pensées sortantes, et elles peuvent être la conséquence d'un problème émotionnel et relationnel. Elles sont d'ailleurs, on avait une réunion d'équipe la semaine dernière, et on se disait, les pensées et les émotions, parfois c'est difficile de dire laquelle est la conséquence de l'autre, puisqu'elles sont il y a une interaction entre les deux, en fait. Et donc, elles sont interconnectées, et ça va très vite. Et donc, ça peut être, voilà, j'ai peur des araignées, et c'est parce que je me dis que l'araignée est dangereuse, ou bien parce que j'ai peur des araignées, je me dis, il faut surtout pas que j'ai des araignées. Donc, voilà, il y a un lien entre les deux, forcément. Alors, donc la première question, évidemment, qui est capitale, c'est vraiment la question la plus importante, presque, c'est dans quel sens va la flèche, puisqu'on a des pensées entrantes qu'on ne peut pas vraiment changer. Ça me vient, je me sens nulle, je suis nulle, je me dis je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur de ce groupe, etc. Ça me vient. Et puis les pensées sortantes, c'est ce que je fais de cette pensée-là. Et donc, ça va être vraiment, vraiment important de très bien décortiquer les pensées et de ne pas rester avec, il rumine autour de, il est nul, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il se dit, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Donc, la pensée entrante, donc ça peut être, voilà, ça peut être la flèche qui fait souffrir, mais ça peut aussi être une partie de ma vision du monde qui m'amène à entretenir une relation de telle ou telle manière avec mon enfant, avec mon collègue, etc. Donc, c'est important, les croyances, on va les mettre dans la vision du monde, mais on va mettre en flèche entrante cette partie de la vision du monde qui fait boucle, qui augmente avec ce qui est fait, avec la manière de réagir. Je vais y revenir bientôt. Donc, on a, voilà, par exemple, la croyance est dans la vision du monde, il faut être drôle quand on est en groupe, hein, ça fait partie de ma vision du monde, pour prendre sa place, il faut de l'humour. Et donc, j'ai ce truc, et donc, je vais me dire, il faut que je sois drôle. Le contexte infirme la croyance, c'est-à-dire que je me rends compte que je ne suis pas drôle, en fait. Et donc, ce que je vis raconte ma croyance. C'est comme les émotions, ce qui nous fait souffrir, c'est quand évidemment ce qu'on vit ne correspond pas à ce qu'on on ressent, à ce qu'on pense qu'il devrait être. Enfin, c'est pas tout à fait comme les émotions, je me trompe, j'essaie de faire un parallèle qui est faux. En fait, quand on, on a une pensée et que ce qu'on vit du monde ne colle pas, on souffre et ça crée une émotion. C'est plutôt ça. Et ça crée une émotion. C'est-à-dire que je me dis, en groupe, je dois être drôle, je n'arrive pas à être drôle, et donc je suis en échec, et donc je me retrouve soit dans la peur de me faire rejeter, soit dans la tristesse parce que je me déçois quelque part, soit dans une colère contre moi en me disant, oui, je sais bien que j'ai de l'humour et j'arrive jamais à sortir une phrase drôle quand je suis avec le groupe, etc. Donc c'est plutôt ça, c'est que la pensée qui choque avec la vision du monde, avec la vision du monde, pardon, qui choque par la pensée avec le contexte, crée une souffrance et donc crée une émotion forcément. Et donc, la flèche sortante des pensées, évidemment, c'est, alors vous savez qu'il y en a deux, il y a ce que je fais de mes pensées et ce que je me dis.
Donc, la pensée, ce que je me dis, c'est je m'exhorte à quelque chose. Donc, quand je me dis je dois faire ça, je dois faire ça. Et puis, les pensées actions, c'est quand je chasse mes pensées, c'est ce que je fais de mes pensées, en fait. Hein. OK, c'est clair pour tout le monde. Vous dites si quelque chose n'est pas clair. Hein. Je vais peut-être vite, et donc. Oui. Alors, comme pour les émotions, le premier mouvement avec la pensée, ça va être d'essayer de mettre de la normalité, parce que comme pour les émotions, quand on a une pensée qui nous dérange, la tendance de la personne va être de la chasser le plus souvent, pas toujours, le plus souvent. Et donc, nous, en donnant du sens, on va lui permettre d'accepter. Et en acceptant, on est déjà à 180 degrés de chasser. Et donc, ça va être important d'aller voir si on trouve, par exemple, quelqu'un qui dit, je pense tout le temps à mon père qui est décédé. Ben, en fait, c'est normal. Il est décédé à combien de temps? Il y a 25 ans, alors c'est moins normal. Mais on va dire que si la personne dit il est décédé il y a un an, etc., et on va essayer de dire ben, c'est normal. Le premier mouvement, ça va être de plutôt accueillir et trouver de la normalité. On ne la trouve pas toujours. Quand la personne a comme pensée, je pourrais mettre un couteau dans l'œil de mon chat, je pourrais mettre un couteau dans l'œil de mon chat, donc c'est un cas que j'ai eu. Ben, il n'y a pas toujours une utilité, évidemment. Ce n'est pas super utile comme pensée, donc n'allez pas dire que c'est utile avant d'avoir vraiment vu une utilité, vous, mais cherchez-la. Que ce soit la première idée, c'est chercher-la, c'est-à-dire que quand, quand vous avez quelqu'un qui dit oui, je viens voir ce que je pense trop, etc., c'est quoi le contenu de vos pensées. Dès qu'on a le contenu, si on peut, déjà la personne elle dit je pense trop, donc vous avez déjà l'idée que probablement c'est TR, c'est je devrais moins penser. Donc si vous vous donnez du sens à sa pensée, vous êtes déjà à 180 degrés DTR. Donc, si vous pouvez lui trouver une utilité, une normalité, vous dire, bah, moi aussi, à votre place, j'y penserai autant, etc. C'est intéressant parce que vous êtes déjà en train d'enlever une pression. Maintenant, voilà, attention qu'il n'y en a pas toujours, c'est important de le dire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de repérer ce qui est en trop. C'est-à-dire que dans les pensées, il peut y avoir une partie utile et puis une partie en trop. Mais ça va déjà diminuer le problème en faisant ça. On recadre en fait déjà. Marina, est-ce que, je m'excuse, hein, Non, c'est bien. on peut t'interrompre ou tu préfères qu'on pose des Non, non, questions oui, après? je l'ai dit, Oui? n'hésitez pas. Non, non, Ok. c'est mieux que ce soit chaud. Dis-moi. Parce que peut-être que tu vas en parler plus loin, le lien notamment avec les angoisses, des pensées qui nourrissent les angoisses. Est-ce que ça, c'est après ou puisque c'est pas tout à fait le cadre ici, puisqu'on le lie aux émotions et que c'est le module émotion? Oui, oui, en fait, je vais prendre toutes sortes de types de pensées que je vais Ok, expliquer avec le mapping, les recadrages des tâches après. Ici, je suis ok, que le rappel. Hein. ok, ça va. Donc, après, garde ta question si jamais tu vois que je n'y ai pas répondu tout au long. Mais bon, oui, il y a dans les cas, il y a évidemment des pensées qui nous résonnent. Donc, c'est déjà recadrant, donc, et ça affine l'objectif de distinguer dans les pensées ce qui est utile, ce qui est en trop, ce qui est... Parce que pour la personne, c'est pas forcément une évidence, en fait, même si pour nous, ça peut paraître évident. Marina, et on peut donner comme tâche d'identifier ce qui est en trop ou pas, du coup, dans les Oui, pensées. oui. On peut le faire soit en séance, soit le donner comme tâche. Tout à fait. Mm. Mm. Tout à fait. Dans vos pensées, d'ici la fois prochaine, je vais vous demander de noter à chaque fois que vous pensez, vous dire, bah, c'est normal que je pense ça, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, bah, en fait, c'est logique. Et quand vous notez et quand vous identifiez que là, je suis en train de penser, c'est inutile, ça ne sert à rien, etc., vous notez les deux. Et puis, on y retravaille la fois prochaine. Oui, c'est une tâche qui est tout à fait intéressante parce que ça fait déjà un changement par rapport à avant. Ouais. Et voir ce qui pollue et ce qui n'est pas utile, quoi. C'est ça. Les pensées, donc, ben, on les met où? Vous le savez normalement ici. Ouais, déjà, il y a une petite blague hein, de flèche. Déjà, c'est plus compliqué pour les pensées que pour le reste. Et en fait, je vous montre en même temps le nouveau mapping. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà vu, ce nouveau mapping. Mhm. Donc, on a fait depuis presque un an, on a retravaillé sur le mapping, toute l'équipe, on s'est donné des directives. Enfin, voilà, on s'est vu 4 fois, 5 fois. Donc, en juillet, en septembre, en novembre, en mars et la semaine dernière. Et à chaque fois, on est revenu sur le mapping et pour essayer de l'améliorer encore, l'affiner.
Donc, bon, au niveau des pensées, il n'y a rien qui a changé, mais je vous explique quand même. C'est surtout au niveau des émotions. Comme vous pouvez le voir, il y a des choses qui ont changé. Il y a un joli frigo. Alors, le frigo des émotions, c'est pourquoi? C'est pour noter les émotions quelque part quand elles arrivent la première fois. Donc, la personne dit, je suis tout le temps triste, je suis en colère, etc. On peut le noter dans le frigo des émotions. Après, dans ce frigo, on va choper les émotions. On peut tout de suite les mettre aussi sur la flèche. Les émotions qui seront sur la flèche. Donc, je sors du contenu d'aujourd'hui. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais je me dis que ça vous va, ça vous va. Oui, Oui. oui, oui. Oui. Je trouve que c'est intéressant de le faire en même temps parce que je me dis, tant qu'à faire. Donc, en fait, ici, on va mettre sur cette flèche émotion. En fait, on s'est rendu compte seulement 2 types d'émotions. Vous voyez qu'il y a 4 types d'émotions. Qui peut me donner les 4 types d'émotions? Peur, colère, Joie, tristesse, tristesse, colère et plaisir, Oui, non, plaisir. ça, ce sont les émotions. Oui, oui, ça, vous avez raison, ce sont les émotions primaires. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est il y a les émotions, il y a l'émotion qui est la souffrance. Ah oui. Dans notre vision du monde, Palo Alto, on va dire, il y a l'émotion qui est la souffrance. Il y a quoi d'autre? la honte, Non, ça, la, c'est une sorte la d'émotion. culpabilité. Non, Il y non, a non, celle non, qui vient non, après, en non. fait. Donc, il ne faut pas des sortes d'émotions. Je veux dire, c'est les émotions, comment on les classe, nous. Ah, Mhm. Une émotion, Le, souffrance. Oui. le levier, comme il y a marqué, hein, Voilà, levier. levier, bien joué, levier, comme il y a marqué, bien joué. Le levier. Bien joué, Bernard. Et quoi d'autre? Euh, Je Il y a suis, bloquante, bloquante, oui, celle qui nourrit les tentatives de régulation, oui. l'émotion qui nourrit les tentatives. Donc, par exemple, je suis en burn-out, je suis en épuisement, parce qu'en fait, je dis oui à toutes les sollicitations, parce que j'ai peur de décevoir. La peur de décevoir, c'est l'émotion que nous, on appelle, euh, qui sous-tend, on dit toujours qui sous-tend les TR. Ah, d'accord. À cause de la peur de décevoir, je dis toujours oui à tout. Donc, il y a la souffrance, il y a l'émotion qui sous-tend les TR, l'émotion qui va être le levier potentiel des actions à 80 degrés, et il y a l'émotion qu'on appelle l'émotion conséquence, c'est-à-dire qu'il y a une émotion qu'on ne doit pas mettre spécialement sur le mapping. Donc, comme je suis épuisée, que je suis en burn-out parce que j'ai dit oui à tout, etc., j'ai honte. J'ai honte parce que je suis en train de ne plus assurer comme je voudrais assurer, etc. Cette émotion-là, elle va direct au frigo parce que celle-là, normalement, on ne la travaille pas parce que si on travaille sur le problème, elle devrait tomber puisque c'est la conséquence du problème. Donc, celle-là, elle est direct au frigo. Alors, parfois, par contre, on a un mélange, on ne sait pas très bien si la personne est plus de la tristesse, de la peur, ou de la tristesse et de la colère qui sont mélangées. On peut mettre les deux au frigo et puis on va se dire, bon, c'est laquelle qui sous-tend les TR. Parce que pour nous, ce qu'on va mettre sur le mapping, c'est soit l'émotion qui est la souffrance, évidemment, on la met. Si la personne vient en disant j'ai peur, je viens vous voir parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur du jugement des autres, par exemple, ou j'ai peur des araignées, enfin voilà, ou j'ai ma colère que je n'arrive pas à gérer, c'est mon émotion souffrance. On la met sur le mapping. On met aussi sur le mapping l'émotion qui sous-tend les TR parce qu'elle fait partie des boucles. Mais la honte, il n'y a pas un côté, enfin peut-être, mais pas tellement. Plus j'ai honte et plus normalement, elle ne rentre pas dans les boucles, c'est une conséquence en fait. Et donc, on la met dans le frigo. Donc, la conséquence, on la met dans le frigo. Donc, on met sur le mapping l'émotion souffrance et l'émotion qui sous-tend les TR. Ça, on met d'abord sur le mapping. On ne met pas l'émotion levier au départ. L'émotion levier, on va la mettre quand on a fini le mapping, c'est quand on va commencer à bouger, à faire bouger. On va se dire, tiens, mais au fait, dans le frigo, peut-être je peux utiliser la honte pour que la personne, elle ait tellement peur de décevoir que je peux la faire arrêter de dire oui, par exemple. Donc, ça veut dire que je vais employer la honte en mode peur plus grande. Hein, dans ce cas-là, vous comprenez? C'est OK? Oui. Comme je ne vous vois pas votre tête, n'hésitez pas à me dire oui si pas que, vous suivez bien. Parce que je n'ai pas la place de mettre tout le monde. J'ai une partie des têtes, mais pas tout le monde. Mais vous ne savez pas lesquelles j'ai, donc voilà. Donc, faites attention quand même. Oui. Voilà, mais donc c'est important. Les émotions, on s'est dit qu'en mettant le frigo, c'est intéressant parce que ça veut dire on les note quand même, quand on ne sait pas encore très bien laquelle est. Et en fait, on peut aller les sortir du frigo. Évidemment, un frigo, ça s'ouvre, c'est bien l'idée. Et ce n'est pas un surgélateur, ce n'est pas un congélateur.
elles sont coincées. Donc, et on peut les sortir et les utiliser éventuellement comme levier. Après, comme levier, parfois, on ne va pas utiliser spécialement une émotion qui est dans le frigo. On peut, c'est top, parce que si on peut, par exemple, dans le cas du harcèlement, typiquement, ben, la peur est l'émotion qui sous-tend les TR. Donc, on va mettre la peur sur le mapping, la peur de l'autre. Mais on peut peut-être aller au frigo, on peut peut-être avoir senti qu'il y a de la colère ou avoir un peu fait vivre un peu de colère et aller chercher la colère au frigo pour faire le levier. Parfois, on ne va pas chercher une émotion qui est spécialement au frigo, on va aller la créer presque nous-mêmes. C'est le cas quand on utilise une peur plus grande. Avec les parents, très souvent, ils vont nous dire bah, mon fils, je ne sais pas, moi, il ne fait rien pour l'école, je suis tout le temps sur son dos, ça fait des conflits, en plus, ça marche pas bien, etc. Et on va dire, bah, on va utiliser la peur plus grande de perdre la relation, par exemple, avec leur fils, qui ne sera pas forcément dite par les parents, mais qui va fonctionner parce que presque tous les parents ont peur de ça. Et donc, c'est important, on va avoir des ressources dans ce frigo, mais c'est important parce que ça permet de ne pas mettre 50 000 émotions sur le mapping systématiquement. Donc, quand vous avez un doute, vous mettez d'abord et puis vous le sortez. Alors, sur le mapping, ce qui a changé aussi, c'est ici, vous voyez, réaction au lieu de plainte. Parce qu'en fait, pour nous, ce n'était pas juste de mettre plainte là, et ça faisait longtemps qu'on cherchait comment mettre. Parce qu'en fait, la plainte peut être là, c'est vrai. Ma plainte, ça peut être justement, je me fais harceler par bazar. Mais ma plainte peut être ici, c'est les insomnies. Ma plainte peut être ici, comme vous le savez bien, la colère. Ou ici, en pensée, je pense tout le temps à mon ex. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve autre chose. On a beaucoup cherché pour avoir quelque chose, enfin, voilà, que ce soit un nom comme là. On a mis ce que je subis du monde. Alors, en même temps, la personne ne le subit pas puisque c'est dans une boucle. Le mot subir n'est pas tout à fait juste pour nous. Et en fait, on a mis réaction parce qu'on s'est dit, ce sont les actions du monde, mais qui deviennent assez vite des réactions puisqu'on est dans une boucle interactionnelle. Voilà. On a cherché des heures. Donc, si vous avez d'autres idées, c'est bien, mais bon, voilà. Vous pouvez nous les proposer parce que c'était une recherche qui a pris un peu du temps. Voilà, voilà. Et alors, la plainte, là, je l'ai mise là, mais la plainte, on l'entoure sur le mapping. Donc, maintenant, systématiquement, quand on a un mapping, on va entourer la plainte. Si la plainte, c'est mes pensées, on va entourer la plainte. Si la plainte, c'est ma colère que je ne sais pas déjà fait, on va entourer une émotion. Si c'est il me harcèle, on va entourer ça. Comme ça, on a une photo. Et en fait, parce qu'on sait que quand on fait une reformulation, ça vous le savez, on essaye de terminer par la plainte pour montrer que, et plus ceci et plus cela, plus son problème augmente. Plus son problème augmente, ça mobilise la personne. Bref, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, et alors l'idée aussi est de davantage mettre la réaction au niveau de l'émotion, au niveau pardon, de la flèche bleue. C'est-à-dire que si par exemple, et ça c'est quand même une différence, j'ai peur de la solitude et que du coup je téléphone tout le temps à des amis, avant on mettait parfois je téléphone à des amis ici. Maintenant, on le met là, parce que je téléphone à des amis, je me barre chez mes parents, je fais ceci, je fais ça. Tout ça, ce sont des TR, et ensemble, ça veut dire j'évite de ressentir ma peur. Et donc, on le met ici. Ça va? C'est clair pour vous? Oui. Pas des changements énormes, mais des petits changements par-ci par-là. Alors, au niveau du coup des actions, des tentatives de régulation au niveau des pensées, ça, je n'ai pas grand-chose à vous réapprendre puisque vous le savez, il y a le contenu des actions. Est-ce que ça, c'est bien clair pour tout le monde, cette différence-là? Parce qu'après, on va y revenir tout le temps, mais je ne vais pas redéfinir. Hein. C'est clair pour tout le monde la différence entre contenu Non, et moi action? pas le contenu, je vois. Non, moi pas. OK. Donc, le contenu, c'est ce que tu te dis et Oui. l'action, c'est ce que tu fais. Alors, quand j'ai une pensée, par exemple, je pense à mon ex, je chasse. J'essaie de penser à autre chose, je regarde une série, tout ça, c'est dans les actions. Ok. C'est ce que je fais de mes pensées. Si je me dis, je dois m'en trouver un autre, c'est là, c'est du contenu. Je m'exhorte à quelque chose, je D'accord. dois trouver un autre mec. Ça va? D'accord, merci. Donc, ben voilà, je l'ai remis ici. Alors, Moi, Marina, oui, excuse-moi Marina, moi j'avais, enfin je sais pas du coup si c'est bon, j'avais un moyen mémotechnique entre contenu et action. C'était le contenu, c'était quand on se dit je dois, oui. et action c'est le il faut. Ah non. Ah non, Non, parce que je dois, il faut, sont tous les deux du contenu. Je m'exhorte et je me d'accord. dis, il faut que je trouve un mec.
Ok. Donc, non, action, c'est vraiment ce que je fais de mes pensées, quoi, comment je les gère. C'est une action que je pose, quoi. Et donc, on va lister des actions normalement là, ou une, enfin, ça dépend. Mais on va se dire, voilà, comme je disais, quand je pense trop, je mets une série, je bois de l'alcool, je vais voir des potes, etc. Et tout ça, ça va faire un thème de toutes ces actions qui va être l'évitement. Quand la personne rumine, tu le mets où? Alors, on y vient justement. J'y Ok. arrive. Juste Ça. ça. Donc, c'est très important, donc, justement, de questionner, de problématiser de manière très fine les pensées. Je pense qu'on le fait souvent pas assez, moi aussi, je pense que je ne le fais pas toujours assez, de vraiment essayer de comprendre ce qui se dit. Et je rumine, je pense tout le temps, je me prends la tête, c'est pas ni une TR ni une pensée, c'est la boucle en fait, je rumine. Donc en fait, vraiment, je rumine, c'est vraiment à la fois, par exemple, ça peut être, et c'est pour ça que quand la personne dit, par exemple, je rumine, hein, c'est une bonne question, hein, Caroline, c'est vraiment, on va lui dire, OK, quand vous ruminez, expliquez-moi, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que ça peut être des questions sans réponse, ça peut être, j'aurais dû faire autre chose avant, j'aurais pu, ma vie, ceci, j'ai raté ça, nanana. Ça peut être en mode, je suis nulle, ça peut être plein de choses. Et donc, je rumine, on ne doit jamais s'en contenter. Et donc, quand j'ai des pensées qui me viennent, enfin, je veux dire, j'ai des pensées qui me viennent, j'y réponds, j'ai des pensées qui me viennent, ça va très vite pour les gens. Donc, ils vont dire, et puis je me prends la tête pendant des heures. Ou, et puis je rumine ça tout le temps. OK, quand vous dites ça, c'est quoi? Et c'est là qu'on doit vraiment être précis dans le questionnement et concret. Et donc, on va vraiment aller voir, OK, donc vous vous dites, j'aurais jamais dû faire comme ça, j'aurais jamais dû traiter ma femme comme ça, je demande. Et puis, du coup, après, qu'est-ce que vous vous dites? OK, donc, je me dis, je devrais faire ceci, il faudrait que... je suis sans doute dans des pensées contenues. Ou bien, quand je me dis, alors, je me dis, je fais le scénario de comment ça aurait été si... Et donc là, je suis plus dans des espèces de questions sans réponse où je vais refaire. Et donc, c'est très important de questionner vraiment précisément, parce qu'effectivement, la rumination, c'est la boucle. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui. Et donc, quand tu dis la rumination, c'est la boucle, c'est je me prends la tête, j'y pense C'est les tout le deux temps. flèches, en fait, oui. Je me prends la tête, je rumine. Il ne faut pas se contenter de ça. Il ne faut pas mettre ça comme sur une flèche, en fait. Il faut Mm. vraiment se dire, voilà, ça, c'est l'ensemble, c'est l'aller-retour, quoi. Et, parce qu'en fait, ce sont des mots, j'ai envie de dire, du quotidien que les gens peuvent dire. Mais nous, on ne se contente pas de ça. J'ai envie de dire, on va vraiment voir le contenu. En fait, c'est vraiment cette idée de contenu des pensées qui est importante et qui n'est pas toujours facile à clarifier. Ça veut dire que le thème je rumine, etc., tu le mets nulle part Non, sur le voilà, Mappli. exactement. Je ne le mets C'est pas. ça, hein. Ouais. Si je devais le Ok. mettre quelque part, je le mettrais à travers l'aller-retour de la boucle, quoi. Ce serait l'ensemble. Voilà, C'est donc l'ensemble. je ne le mets pas parce que ça n'apporte rien. Euh, Maintenant, je pourrais le mettre à travers la boucle si vraiment ce sont les mots que la personne emploie tout le temps et que je voudrais les réutiliser, et être sûr de ne pas les oublier à la séance suivante si je reformule un truc. Je pourrais le mettre, mais je ne le fais pas en général. Mais ce sont de toute façon des mots que nous aussi on emploie, hein, ruminer, etc. Donc si on veut résumer, on va dire vous ruminez, mais c'est plus intéressant de dire. Et en fait, si j'ai bien compris vos ruminations, vous vous posez des questions et vous essayez d'y répondre, etc. Et ici, on a un peu le questionnement, voilà. Qu'est-ce qui vient après dans votre tête, etc. Là, on va vraiment décortiquer, hein. C'est vraiment ça l'idée. Et Ah donc, oui, en parce fait, que ça, ruminer, c'est tellement abstrait qu'en fait, on ne sait rien en faire. c'est C'est ça, c'est ça, du c'est concret, ça. quoi. Mais c'est ça. Oui. Il nous faut vraiment du concret. C'est pour ça que je suis revenue avec le CIA. Il faut vraiment aller, c'est un peu chirurgical, quoi. On va explorer vraiment leurs pensées. Si je rentre dans votre tête, j'entends quoi? Oui. Et du coup, là, on est sur un questionnement, alors qui est tourné autour de des pensées, mais qui est exactement le même que ce qu'on pose en extérieur, hein. Et du coup, vous continuez pas, ça fonctionne pas. Ça revient après, combien de temps vous y prenez, enfin voilà, on essaie de bien comprendre le fonctionnement. Donc, si la personne dit, bah, du coup, je bois de l'alcool, ok, mais du coup, vous continuez de penser ou ça passe? Non, en général, après le troisième verre, ça passe. Ok, mais du coup, quand vous avez le lendemain, quand vous avez dessoulé, ou voilà, enfin, on n'est pas forcément bourré après 3 verres, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, mais le lendemain matin, est-ce que ça revient? Ou quand l'alcool fait plus son effet, est-ce que ça revient ou ça ne revient pas?
Donc, c'est important vraiment, vous allez questionner pour montrer à la personne que c'est une TR, puisque normalement, ce sont des TR, sinon, de nouveau, c'est comme je dis souvent, la personne ne serait pas en face de vous en train de vous en parler, en fait. Hein. OK? Donc, on va vraiment chercher les TR et voir aussi si c'est du contenu de l'action, si la personne se dit des choses ou si elle fait quelque chose de ses pensées sur cette question. Alors, le petit truc au grand secret, normalement, vous le connaissez, on en parle en problématisation, c'est que souvent, ce que je pense, en mode, la TR contenue, il faut que souvent, ça correspond au thème des TR. Normalement, beaucoup d'êtres humains, en fait, quand ils se disent « il faut que je trouve un mec », eh ben, tout ce qu'ils font dans leur vie va dans ce sens-là. Ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas. Et c'est même le cas pour la TR. Alors ça va être un peu compliqué. Hein. La TR, action des pensées. C'est-à-dire que si je pense tout le temps à mon ex, et que du coup, quand je pense à mon ex, je regarde Netflix, je chasse, en gros, j'évite d'y penser, la TR contenue pourrait être « je dois arrêter d'y penser ». Donc, c'est le thème des TR, action des pensées. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Redis. Pour moi, c'est pas clair. Redis. Donc, on fait des choses avec nos pensées, donc on les chasse, par exemple, hein, parce que ça m'envahit, je pense à mon ex, ça me saoule, donc je vais voir une série, j'appelle une copine, j'essaye de sortir, je bois de l'alcool, je fais quelque chose. Tout ça, c'est je chasse. OK? Donc, le thème, c'est je ne dois pas y penser, je dois arrêter d'y penser. Et souvent, on le retrouve aussi dans ce que la personne se dit. Elle se dit, je dois arrêter de penser à lui, putain, je dois arrêter de penser à lui. Ok. Et c'est aussi vrai pour des TR externes. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, mon mari fait un truc qui ne me convient pas, je sais pas, j'ai pas une idée comme ça qui me vient, pourtant je peux en trouver plein. Bon, et donc, j'essaye de lui expliquer, je m'énerve, je sais pas moi, j'essaye de lui expliquer ça gentiment, je lui parle de séparation. Tout ça, tu dois arrêter de le faire. Et probablement que dans ma tête, je me dis, il faut qu'il arrête. Donc, très souvent, si vous chopez la TR contenue, le il faut, le je dois, très souvent, ça correspond à un thème de TR. Très souvent. Mais pas toujours. Dans la procrastination, par exemple, pas. Puisque dans la procrastination, la personne, elle se dit, je dois m'y mettre, mais ce qu'elle fait, elle ne s'y met pas. Donc, ce n'est pas toujours, il faut quand même être juste attentif. Mais c'est souvent le cas, et donc ça peut être aidant pour trouver le thème de TR, c'est de se dire, qu'est-ce que la personne se dit par rapport à son problème. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent on vous dit, quand les gens viennent, le premier truc, ils s'asseyent devant vous, ils viennent vous voir, ils disent, voilà, je viens voir parce qu'il faut que j'arrête d'être triste par rapport au décès de ma maman. Et ils vous disent, en fait, presque leur thème, en fait, là. Après, si vous questionnez, il va dire, oui, parce que je suis triste, j'y pense beaucoup, enfin, j'essaye de me distraire, j'essaye de mettre des choses en place, j'essaye de... Hein, et tout ça, ça veut dire que je dois arrêter d'être triste. C'est pour ça qu'on dit souvent que les premières phrases d'une séance sont intéressantes, parce que parfois, elles représentent exactement ça. Donc, ça peut être des guides, ces thèmes. Donc, c'est intéressant d'aller repérer cette pensée contenue. Ce que la personne se dit à propos de son problème, c'est intéressant. Ça ne l'aide pas elle, mais c'est intéressant pour nous. Ça nous aide. Alors, pour s'assurer, ben voilà, c'est ce que je disais, hein, pour s'assurer qu'on a bien la TR pensée contenue, est-ce que parce que le patient se donne cette injonction-là, il nourrit son problème? Est-ce que parce que la femme se dit « je dois arrêter de penser à ma mère », en fait, plus elle se dit ça, plus ses pensées viennent l'envahir, etc. Ça va? On était juste dans l'intro et les rappels. Hein. Donc, je vais maintenant prendre une série de cas et de situations, enfin, pas de situations concrètes, mais on a vraiment formalisé des situations qu'on retrouve régulièrement. Et la première, c'est la personne qui se dit, c'est celle qu'on trouve souvent, je ne dois pas penser. Alors, dans quel cas, ben voilà, je pense trop à mon ex, comme je disais tout à l'heure, je pense tout le temps, je pense trop, hein, il y a même un bouquin là-dessus. Je pense trop à mon père décédé,
l'écologie me prend la tête et j'arrête pas d'y penser. CTR, en général, c'est lutter contre la pensée, se distraire, s'anesthésie. C'est pour ça je parlais de l'alcool tout à l'heure, par exemple. Ça peut être d'autres choses, prendre un somnifère, etc. Fuir les pensées par tous les moyens que je peux trouver. Et donc, son thème, c'est bien « je ne dois pas penser » ou « je ne dois pas y penser ». Alors, le mapping, eh ben, on a les pensées, on a des émotions désagréables qui viennent avec ces pensées-là, parce que sinon, elles ne dérangeraient pas. Ça ramène de la tristesse, ça ramène de la colère. C'est un ex qui m'a fait un sale coup, etc. Donc, il y a probablement des TR au niveau des émotions qui sont probablement de ne pas ressentir, parce que souvent, ça va avec. Si j'essaye de ne pas penser, j'essaye de ne pas ressentir. Il y a des TR, il y a par exemple des insomnies, donc ça c'est un exemple. Il y a ce que je fais de mes pensées, donc je les chasse, hein, on l'a noté tout à l'heure, donc je lutte contre, je me distrais, je m'anesthésie. J'en parle souvent, j'en parle et puis les gens disent, mais arrête d'y penser, tourne la page, c'est un très bon conseil, facile à suivre. Et donc, et il y a aussi ce que je me dis. Et donc, ce que je me dis souvent, bah, c'est je ne dois plus y penser, hein, justement. Donc, on a bien notre thème de notre TR, de ce qu'on fait, notre interaction. Le thème est dans ce que je me dis. Donc, voilà, en gros, le mapping de ce type de personne, de problématique. Et à 180 degrés, bah, c'est je peux y penser. Ça, vous l'auriez trouvé tout seul, je pense. Et donc, je vais vous proposer des recadrages par rapport à je peux y penser. Donc, il y a certainement que vous avez déjà, je vous en donne pas mal. Si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, les recadrages, ben voilà, plus vous chassez la pensée, plus vous lui donnez de la force. D'ailleurs, vos idées noires reviennent, ça moi je dis souvent, reviennent quand vous lâchez votre effort, quand vous ne pouvez plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il y a toujours bien un moment de vide dans votre journée, il y a toujours un moment, et donc c'est à ce moment-là qu'elle s'engouffre. Hein. Parfois, je dis aussi, voilà, dans la voiture, quand vous conduisez, ben, c'est plus compliqué de penser à autre chose. Après, vous avez la radio, écouter un podcast, mais évidemment, le soir, quand on veut s'endormir. C'est pour ça que c'est souvent lié à de l'insomnie. Le souvenir, c'est la présence invisible. C'est bien aussi de se souvenir. Ça garde la présence de la personne. C'est important pour un deuil. L'éléphant rose, vous voyez la métaphore de l'éléphant rose. Hein, si je vous dis maintenant de ne pas penser à un éléphant rose, à quoi vous pensez? Donc, plus on se dit de ne pas penser à quelque chose, plus en fait, alors on peut utiliser le cerveau n'entend pas, les ne pas, ou simplement, ben voilà, le fait même de se dire je ne dois pas penser à quelque chose, forcément, ça l'active. Alors, on peut avoir un fonctionnement mental, ça c'est l'image, c'est l'utilisation de l'énéagramme. On peut avoir un fonctionnement mental, certains sont plus instinctifs, d'autres plus émotionnels. Si vous êtes mental, c'est normal que les choses passent par la tête et que c'est normal que les pensées vous prennent à certains moments la tête. Alors ça, c'est pas moi, enfin, c'est moi qui ai fait toute cette vie. Et juste ça a été rajouté par une autre formatrice. Donc je trouve que c'est bien. La seule chose, c'est que si on tombe sur quelqu'un qui a fait son énéagramme et qui sait qu'il est dans les trucs émotionnels, il va dire, bah justement, moi, ça ne devrait pas être mental. Alors que même si on est émotionnel, en énéagramme peut être en prise de tête. Donc, je trouve qu'il y a un petit côté, si la personne a la référence de l'énéagramme, qu'on sait qu'elle est une base mentale, alors ça peut être pas mal. Mais sinon, il faut un peu faire attention, je trouve, de balancer ça. Et puis la personne dit, ah bah oui, mais moi, justement, je ne suis pas mentale. Ah, bon, ben, vous pensez quand même, c'est bien. Mais justement, alors c'est important quand même que vous ayez des moments où les mentales se mettent en route. Enfin, bon, on peut se rattraper, mais je trouve que c'est un petit risque. Donc, il faut avoir un contexte. Hein. Ça m'arrive aussi, bon, ça, moi, j'utilise beaucoup, d'autant plus que je suis une base mentale, mais ça m'arrive aussi, donc ça, effectivement, ça dédramatise, on peut penser, ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans plein de situations. La radio dans la tête, donc on a tous une petite radio dans notre tête, il y a des moments où elle crie fort, des moments, mais on ne sait pas vraiment la couper complètement, c'est impossible, et voire même ce serait dangereux parce qu'elle nous éclaire à certains moments, et donc on peut peut-être voir comment vous pouvez jouer avec le son, mais peut-être la laisser quand même brancher. Aimeriez-vous ressembler à des gens qui ne pensent pas? Ça marche pas mal. Bon. J'ai déjà fait pas mal de fois ça. Et les gens sont là, ah non, non, non. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui s'accrochent quand même pas mal à leur mental pour plein de choses. Et donc, ça recadre le fait que penser est quand même... Et ça va un peu avec ce recadrage de, OK, vous pensez trop, vous aimeriez quand même pas ne pas penser.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans vos pensées ou pas? Parce que Liliane questionnait tout à l'heure, si on veut le donner en tâche, ça peut coller avec ce recadrage-là. Donc, dans les tâches, on vise une acceptation, un accueil des pensées. Donc, le rendez-vous avec les pensées, ça c'est le plus classique. Alors, celle-ci, moi j'aime bien, je la fais depuis quelques temps. C'est en fait un peu traiter la pensée obsessionnelle, puisqu'on est un peu là-dedans ici, dans une pensée qui revient, comme une compulsion, comme un toc. Donc, on redonne le choix à la personne, soit elle chasse, soit pendant une demi-heure, elle pense qu'à ça, au moment où ça vient. Excuse-moi, Marina. Oui. Pourquoi tu lui donnes du coup le choix? Parce que si on part du principe que plus tu chasses, eh ben, plus ça revient, plus ça lui donne de la force. Mhm. Euh, Quel est l'intérêt du coup de lui donner le choix? Oui, alors, tu as raison. Je vais le dire autrement. Soit, en fait, je le donne comme ça, c'est vrai, je le développe, je l'ai pas assez développé. Soit quand elles viennent, soit tu chasses et ça marche, soit tu ne penses qu'à ça pendant une demi-heure. Alors, quand je dis ça marche, ça ne doit pas être spécialement, enfin, ça marche sur le moment, mais surtout, elle ne doit pas revenir. Si elle revient, c'est qu'il faut lui accorder une demi-heure. Mhm. Tu as raison, Claire, c'est important c'est très important comme nuance, j'ai été un peu vite. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur qu'il y en ait qui l'aient déjà entendu plein de fois de moi et donc je passe trop vite. Donc, c'est très important, n'hésitez pas, hein, je ne veux pas vous ennuyer, donc j'essaie de garder un rythme, mais allez-y. Donc, c'est important, c'est soit de vous chasser et ça marche, elle ne revient pas. Mais si elle revient, alors vous êtes obligé de passer une demi-heure, ça veut dire que chasser ne fonctionne pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Et tu peux le faire aussi, Marina, quand tu as parfois des gens qui ont les questions sans réponse, tu leur donnes une Oui, première tâche, tu leur demandes de trier, et puis quand ils reviennent en disant oui, mais quand même, la question sans réponse, il va dessus, oui. là, tu passes à cette tâche. Exactement. On va le voir parce qu'il y a un des trucs, c'est qu'ils sont vraiment tout à fait. Oui, oui, tout à fait. On leur demande, on leur dit, alors vous y passez. En général, moi, j'essaye de les bloquer, mais quand effectivement, tout à fait, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la personne elle repart quand même, je vais vous passer une heure ou une demi-heure à réfléchir à une réponse pour une question qui n'en a pas. Je le dis comme ça. Comme ça, c'est un petit côté voilà, répulsif. Et en même temps, ben voilà, puisque je ne peux pas m'en empêcher. Mais alors, c'est une demi-heure. Et donc, ça, c'est important. Moi, quand je dis une demi-heure, je dis toujours, et vous mettez, là, je ne le dis pas parce que j'ai l'impression que vous le savez, mais je vais quand même le dire. Vous mettez votre téléphone à sonner, c'est une demi-heure exactement. Si vous dépassez la demi-heure, c'est une demi-heure en plus. Donc, normalement, et vous ne pouvez pas faire moins. Donc, vous devez faire votre demi-heure complète quand ça sonne. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un moment où c'est répulsif et un moment où je suis au bout de mes pensées aussi, ou de mes questions sans réponse. Hein. Est-ce que tu m'avais un jour donné aussi comme tâche que j'aimais bien, c'était de dire la personne, elle fait une demi-heure, et puis elle reprend ses activités, et si ça revient, elle remet tout de côté et elle est Oui, repartie pour une oui, fois. En fait, oui, oui, bien tout à sûr. fait. Tout à fait. Oui, c'est ça. Dès lors que ça revient, hop, elle repart pour une demi-heure. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que ça devienne. Enfin, on sature, hein, en fait, il y a cette idée vraiment de saturation, quoi. Alors, écoutez la radio quand elle démarre, donc on peut dire voilà, vous écoutez la radio et puis vous voyez, ah, bah, c'est toujours la même chose à la radio, de même moins fort. Et je laisse en bruit de fond. Et c'est pas grave, vous y pensez, et voilà, vous pensez à votre rythme, mais vous faites les choses que vous faites d'habitude. Alors, il y a les gens qui ne veulent pas y penser, comme on vient de le voir, et puis il y a ceux qui ne veulent pas oublier. Je ne peux pas oublier. Souvent, c'est dans des cas de deuil qu'on se retrouve avec des situations comme ça. Je dois absolument y penser. Mais il y a aussi la distraction, etc. On a parfois des gens qui viennent parce que ils oublient. Pardon, je vais aller vite. Parce que ils perdent. Anne-Françoise avait eu un cas, d'ailleurs, je vais le reprendre après, de quelqu'un qui a peur d'oublier ses clés, a peur de tout oublier, quoi, qui dit qu'elle oublie tout, enfin qu'elle oublie tout le temps tout. Donc, qui était venue consulter pour ça. Alors, ben donc cette personne-là, je dois y penser, ben, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle se laisse envahir, elle plonge, elle se roule dans ses pensées. Elle plonge, elle ravive des souvenirs, elle se rejoue le truc, elle se complaît quelque part. Et elle en parle évidemment beaucoup, 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 puisqu'il ne faut pas qu'elle oublie.
À 180 degrés, ben, c'est aussi, j'ai le droit de ne pas y penser. Alors, les recadrages. Marina, excuse-moi de t'interrompre. Euh, et quand tu as le cas des personnes qui ne veulent pas oublier alors que la personne est toujours vivante. Mais c'est la même chose, hein. Elle a le droit, elle a le droit d'y penser. Moi, souvent, je dis, j'ai comme ça, enfin, ça me pensait à un de mes patients, en fait, qui a ça avec une femme il a quitté contre son cœur parce qu'il a choisi de rester avec sa femme à lui et elle avec son mari. Et donc, elle est toujours à l'intérieur de vous. Elle a cette place dans votre cœur, etc. Et vous n'allez pas l'oublier. Vous pouvez lui garder un moment par jour, etc. Vous avez le droit d'y penser. Vous avez le droit d'aimer deux personnes à la fois. Notre cœur est assez grand. D'ailleurs, vous le voyez avec vos enfants. Chaque enfant que vous avez eu, vous avez. Aujourd'hui, la culture fait qu'on est dans une société où on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois, théoriquement. Mais en fait, nous, êtres humains, on est capable d'en aimer plusieurs à la fois. Et donc, vous avez le droit de la Parce que je garder. pense effectivement à un cas, enfin, compte d'un jeune qui voit que ses grands-parents enfin, vont bientôt mourir. Mhm. Et, enfin, parce qu'ils vieillissent très, très rapidement actuellement, etc. Et donc, il a peur d'oublier leur voix, leur visage, etc. Donc, il y pense beaucoup, quoi. Il y pense beaucoup et c'est Oui. vrai que là, enfin, j'ai un peu plus de mal par rapport à ça. Ben, donc, ça mérite un vrai moment, tu vois, voilà ici. Ça mérite un moment. Plutôt qu'y penser tout le temps, ben, peut-être que tous les jours, tu peux prendre un moment pour repenser, entendre leur voix, etc., pour bien intégrer ça à l'intérieur de toi. Mm. Tu vois, D'accord. si tu y penses tout le temps, tu vas y penser trop et quelque part, ça va plus être important. Donc, c'est plus intéressant d'y penser vraiment. Donc, il y a vraiment cette idée de qualité au lieu de la quantité dans un cas comme ça. En fait, un peu aussi comme le paratonnerre, quoi, hein, rassembler à un moment donné un moment précieux. Je peux allumer une bougie, enfin voilà, je peux rendre ce moment-là précieux, en fait. La notion d'hommage, hein, de hommage, hein, pas dommage, mais la notion d'un hommage, donc effectivement, c'est bien si vous voulez y penser, c'est bien, mais voilà, concrétisez-le, faites quelque chose. Donc voilà, il peut vraiment le remettre. Bon, ils ne sont pas encore morts ici, mais donc il peut profiter et prendre des moments avec eux, etc. Ça, voilà, moi je pense, ça c'est important. Et puis après, tu pourras leur consacrer peut-être un coin de ta chambre où tu mettras une photo, de temps en temps tu iras, tu pourras leur parler, tu entendras leur voix puisque tu as beaucoup été avec eux, etc. Ils seront là. Et si tu le fais régulièrement, tu l'entendras toujours. C'est garder. Et il y a l'idée du rituel qui peut aider Oui, c'est aussi. ça. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a cette question, évidemment, qui est recadrante, hein. Si vous décédiez, est-ce que vous vouliez que vos proches mettent leur vie entre parenthèses? Pour des gens qui sont vraiment très, très loin là-dedans, qui vraiment ne vivent plus, parce qu'ils ne peuvent plus s'autoriser à vivre puisque l'autre n'est plus là. Hmm. Au niveau des tâches, celle que vous connaissez tous, je pense, enfin, j'espère, la galerie des souvenirs. Un rendez-vous dédié, donc on est dans le rituel, un peu comme tu disais, Diane. Euh, voilà, noter ou pas noter, écrire, hein. Moi, je fais quand même beaucoup écrire des lettres à ce moment-là à la personne et continuer à lui écrire. Et toute votre vie, vous pouvez continuer à lui écrire, etc. Alors, moi, je trouve que c'est aussi un bel hommage, c'est de mettre à l'honneur la personne en action. C'est pas toujours possible, mais si c'est quelqu'un qui prenait des photos, faire un album avec ses photos, une exposition, même si c'était de la photo plus de haute qualité. Euh, Anne-Françoise Jean, je pense que tout le monde sait qu'elle a perdu un fils. Il a beaucoup écrit et donc elle a publié ses écrits. En fait, elle a fait une publication de ses écrits. Enfin voilà, il y a moyen de mettre à l'honneur voilà, enfin, il y a pas mal de manières de le faire, hein. Ça peut être simplement une fête chaque année en l'honneur de la personne, etc. Ça peut être pas mal de choses différentes, mais mettre la personne à l'honneur pour ne pas l'oublier.
la personne qui essaie de ne pas oublier ses clés. Voilà, ça c'était l'exemple d'Anne-Françoise. C'est pour ça que je trouvais qu'il était quand même intéressant. C'est pas tout à fait dans la même idée, mais quand même, c'est quelqu'un quand même qui venait en disant il faut que j'oublie pas, je suis tout le temps en train d'oublier, etc. Et donc là, on lui a donné cette tâche de soit elle note où elle fait l'action. Donc soit quand elle se dit il faut pas que j'oublie mes clés, elle fait un post-it sur sa porte, je dois pas oublier mes clés en partant par exemple. Je sais pas si c'est soit elle fait l'action, elle prend ses clés, elle les met tout de suite dans son sac ou dans sa poche et elle sait qu'elle les aura, soit elle accepte qu'elle va oublier. Donc là, on remet un choix, en fait. Plutôt que d'être tout le temps, en fait, 580 degrés, d'être tout le temps dans sa tête, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie, il faut pas que j'oublie. Non, soit j'oublie, soit je fais. Mm. Alors, toutes les 5 minutes, ou toutes les heures, 5 minutes, donc ça veut dire que je peux y penser toutes les heures. On peut mettre des moments et se dire, voilà, bah, toutes les heures, 5 minutes, je dédie à cette personne parce qu'elle est trop importante pour moi. Et donc, on est de nouveau dans canaliser. Hein. C'est la même idée que je posais tout à l'heure. Je peux ne pas y penser plein de temps, mais j'ai le droit de penser et je garde une place à cette personne. Et en faisant effectivement toutes les heures 5 minutes, à un moment, ça peut saturer aussi. Et si dit que peut-être ça va saturer, peut-être pas. Et c'est pas grave si ça ne sature pas. On est dans le non-vouloir, on ne veut pas qu'elle l'oublie ou qu'elle ne l'oublie pas en se fond. J'ai une question, Marina. Oui. Pour les gens qui disent faut pas que je consomme, faut pas que je consomme. Que Je dis soit vous consommez toutes les saturés, Attends, consomme. consommer Ah oui, oui, mais on n'est pas dans les pensées. alcool. Tu as un truc, c'est tout à fait différent. C'est pas un problème, ça c'est un problème de problème d'addiction. On n'est pas Oui, oui, oui. on est sur les cognitions, pas sur les addictions. Mais du D'accord. coup, mais tu as raison que c'est une pensée, enfin c'est probablement, et là on est dans un beau cas, c'est comme la procrastination, où la pensée n'est probablement pas le thème des tentatives de régulation. Si, enfin c'est quelqu'un, enfin oui, si, elle essaye de s'empêcher de consommer, donc c'est ça. Oui, mais donc ça veut dire que pour créer une saturation, tu dis soit je consomme pas, soit toutes les heures je me dis que je consomme. Oui, ça pourrait être ça. L'air. Ici, on sort complètement du sujet, hein, mais Ouais. ça pourrait être ça. Ça pourrait être Mm, ça. mm. Ok. Ou ça pourrait être si je consomme un, je consomme 5. Mm. Ouais. Ok. Ça va. Alors, je dois bien choisir. Donc, ça, la question du choix, on l'a aussi très souvent dans la prise de tête. Hein. Donc, quitter mon Mm. mec, rester, un truc de boulot plutôt. Et évidemment, ce qui est fait en général, bah, c'est comme je dois absolument faire le bon choix, bah, je pèse le pour ou le contre, je fais des listes inconvénients, avantages, etc. Le plus, les moins. J'hésite, évidemment. Je prends du temps à hésiter. Je passe d'une décision à l'autre. J'essaie de m'obliger à choisir. Pour faire mais comme je veux être certain de faire le bon choix, c'est comme ça que je passe d'une décision à l'autre. En fait, je me dis, il faut que je choisisse maintenant, je choisis ça. Et puis dès que j'ai avancé un peu, je me dis, ou non, etc. Je recule. Je n'agis pas. J'en parle beaucoup, de nouveau. Alors, au niveau du mapping, ben, on a quelqu'un qui a des hésitations sur sa vie. Hein, donc ça, c'est la question qui lui vient. Évidemment, la peur de se tromper. Donc, il y a tout ces TR que je viens de lister. Je me dis, il faut absolument que je sache quelle est la meilleure décision. La personne ne passe en général pas à l'action. Elle fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, ou 4 en arrière. Elle a des insomnies. J'ai mis beaucoup des insomnies parce que je trouve que souvent, quand on est dans prise de tête, évidemment, ben, ça revient au moment du soir et de la nuit. Et alors, elle en parle et l'entourage conseille. Donc, l'entourage nourrit ce truc de peser le pour et le contre. L'entourage voilà, va nous faire passer d'une décision à l'autre, etc. Donc, voilà, le mapping de ce genre de situation à 180 degrés, c'est je ne dois pas choisir, je peux essayer. Donc, c'est l'idée du rond-point que vous connaissez, je pense, à peu près tous. Mais c'est vraiment cette idée, je ne suis pas obligée de choisir. Et donc, on va voir comment on met ça en place. Donc, il y a cette image du rond-point.
Donc, ça, c'est ce recadrage de quand on hésite, tous les choix c'est que tous les choix sont bons, il est capital. Il est vraiment hyper, il fait vraiment un. Et donc, souvent, comment je le présente, si quelqu'un hésite entre deux métiers, par exemple, il y a quelqu'un qui sait comment je le présente? Oui. Vas-y. Euh, Est-ce que parfois tu penses à changer de métier pour devenir une prostituée? C'est ça. Et donc, je demande ça. Et donc, la personne me dit non, 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 ça, j'y pense pas. Et donc, je dis, mais voilà, parce qu'en fait, tu n'as gardé que les choix qui sont bons pour toi. Et donc, quand c'est entre ma femme et ma maîtresse, je dis, est-ce que vous avez pensé aussi à la voisine? Et puis les gens disent, ça, j'y ai pas pensé. Et je dis, ouais, parce qu'en fait, vous avez deux gars, ce sont deux personnes, ce sont deux femmes avec lesquelles vous pourriez être heureux. Donc, les deux choix sont bons, mais ils ont tous les deux un prix. Donc, ça, c'est vraiment un recadrage qui, c'est soulageant. Les gens, je vois physiquement que les gens, ça les soulage, et j'en ai plusieurs qui me l'ont dit. Le fait de nettoyer deux choses, ça abaisse cette pression de devoir choisir. Donc, on va montrer qu'il ne faut pas choisir trop vite, puisque c'est ce qu'ils font tout le temps, essayer de choisir, essayer de s'engouffrer dans une des branches de rond-point et puis revenir dessus, parce que ça va être dangereux. Et pourquoi, en fait, il ne faut pas choisir trop vite? C'est parce que s'ils n'arrivent pas à choisir maintenant, c'est parce qu'ils manquent d'informations. Donc, on va vraiment souligner ça, ce manque d'informations. Vous n'avez pas les infos pour choisir bien. Et donc, vous êtes avec deux choix qui peuvent être bons, deux choix qui ont un prix à payer, mais deux choix qui probablement sont bons pour vous. Il y aura en tout cas du bonheur. Et donc, vous êtes coincé en manque d'informations. Et donc, il va falloir essayer. Donc, ici, il y a une autre métaphore. Moi, j'utilise toujours celle de rond-point, mais en voilà une autre. Donc, vous êtes bloqué sous le panneau des départs à l'aéroport. Les autres, ils avancent, ils prennent leurs avions, ils partent en vacances, et vous hésitez entre mer et montagne, et vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais à force de ne pas faire de choix, vous n'allez pas partir. Vous n'aurez ni l'un ni l'autre, alors que probablement que vous pourriez savourer votre séjour des deux côtés d'une certaine manière. Marina, Oui. moi je leur demande aussi, en fait, dans vos choix, quel est celui qui vous permet de faire le plus facilement marche arrière? Oui, c'est ça. Ça, c'est dans la métaphore tout à fait du rond-point. Hmm. Tout à fait, tout à fait. Dans ce rond-point, vous avez tous ces choix. Et pour essayer, pour choisir celui que vous allez essayer, puisqu'on dit que vous allez devoir essayer, pour aller chercher des infos, il va falloir essayer. Et c'est exactement celui qui vous permettra de faire marche arrière. Tu as raison, tout à fait, Bernard. Et donc, la seule manière de savoir, c'est d'essayer. Et c'est là qu'on va dire, voilà, du coup, il va falloir essayer celui qui permet de faire marche arrière le plus facilement. Et ça, de nouveau, ça les soulage. Ah, c'est possible de faire marche arrière. Mais en même temps, on va avancer vraiment dans le chemin. On ne va pas juste rester en dessous du panneau des aéroports ou sur le rond-point ou faire deux pas vers j'achète mon billet pour la mer et puis finalement. Bon, par contre, l'avion, quand même, ça me dérange un peu. Je regarde. Bon, alors. Donc, il y a un article sur le site où c'est vraiment très détaillé. Pour beaucoup, vous l'avez sans doute lu, mais c'est quand ça semble impossible, où j'explique vraiment le rond-point, cette idée de comment faire marche arrière, etc. Et puis, ben voilà, l'idée, ça va être donc de choisir une route sur le rond-point. Alors, la date, ça, c'est très aidant aussi. Fixer une date pour faire le bilan de l'expérience. Alors, pourquoi c'est aidant? Parce que d'abord, ça dit à la personne qu'elle ne va pas pouvoir faire demi-tour dans 2 jours, quoi. On va donner 4 mois, 6 mois, 1 an, hein, en fonction. Et puis, c'est très aidant parce que quand les questions viennent dans sa tête en se disant ah, je suis quand même, l'autre me manque, si c'est une question de femme et d'amour, ou bien quand même dans ce boulot, il y a ceci qui n'est pas bien, ceci qui n'est pas bien. Je verrai le 1er juillet. Et hop, la date coupe en même temps les questions sans réponse, en fait. Les questions sur. Et moi, je dis, vous notez les infos, mais il n'y a pas de réponse avant cette date-là. On ne change rien, vous continuez. Et donc, vous continuez sur ce chemin où, comme Bernard le disait très justement, vous pourrez faire marche arrière si c'est nécessaire, puisque vous n'avez pas choisi. Et ça, moi, je le dis souvent, vous n'avez pas choisi, vous essayez pour l'instant. Mais c'est un secret entre nous deux. Ça, c'est important aussi. Les gens ne doivent pas le raconter à tout le monde, ils essayent. Hein. On ne dit pas à ma femme, j'essaye un peu. Parce que sinon, je te quitte le 1er juillet, on verra. Ça n'est pas très constructif. Enfin, ça risque un peu de foutre un peu le couple en l'air et de ne pas faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Parce que l'idée, c'est qu'ils essayent en faisant comme si c'était le bon choix.
Et ça, c'est important aussi. C'est effectivement, c'est essayer, mais en donnant tout pour que ça marche. C'est pas j'essaye à moitié, parce que c'est ce qui se passait avant. Je n'investis plus tellement dans mon boulot parce que peut-être je vais devenir indépendant. Non, j'investis dans mon boulot maintenant à fond, comme si c'était le bon choix, comme si j'étais sûre que c'est là que je veux rester. Et dans 6 mois, je pourrais me dire, j'ai tout fait. Et en fait, je m'ennuie quand même dans ce boulot, ou je ne supporte plus ceci, ou j'aime pas ça, j'ai fait le tour, enfin voilà. Mais j'aurais tout fait. Et quand c'est dans les couples, souvent, et ça les aide, je dis souvent, vous pourrez regarder votre enfant droit dans les yeux en disant, j'ai tout essayé, j'ai vraiment essayé à fond avec maman. Mais vraiment, ça marche pas. Et donc, c'est pour ça que c'est très important la date, parce que je peux faire comme si pendant un certain temps. Alors, évidemment, beaucoup vont avoir la réponse avant d'aller au bout. C'est rare, en fait, qu'on aille au bout. Pour ceux qui ont déjà testé cet exercice avec cet âge, etc., très souvent, avant ça, ça se dessine. Parce que j'arrive même pas à faire comme si c'était le bon choix. C'est trop pénible avec ma femme et je n'arrive plus à aller lui mettre une main dans le dos de temps en temps, ou à lui dire que je l'aime, que je tiens à elle, etc. J'arrive plus. Pardon. À ce moment-là, on trouve les informations, en fait, et les réponses viennent toutes seules. Mais les réponses viennent en avançant, en faisant, évidemment, et pas en pensant. OK, pour cette situation-là, normalement, il y en a une série qui enfin, ceux que je supervise ont déjà dû entendre ça un peu plus souvent que les autres. Ça doit être ainsi. Alors, ça pour moi, c'est un truc vraiment intéressant. C'est les gens qui ont des attentes. Ça doit se passer selon mes attentes. Donc, on est avec des... Voilà, c'est impossible que mon mari ne comprenne pas quand même. Il devrait absolument comprendre. Donc, ça, c'est une attente sur l'autre. L'autre devrait fonctionner comme ça, rentrer dans telle logique, etc. Je suis déprimée. Les gens ne pensent vraiment qu'à eux. Moi, je me donne du mal. Donc, j'attends des autres que... Ou je me suis engagée en politique dans des associations et il faut absolument que ça bouge, etc. Comment c'est possible, ça ne bouge pas, etc. Et donc, ce sont des attentes. Alors, ce sont des attentes qui, ça pourrait tout ça être très légitime, logique et ça pourrait très bien tourner. Simplement, quand les gens viennent nous consulter à cause de ça, c'est parce qu'en fait, ça leur pourrit la vie, parce qu'ils sont constamment déçus, en fait, déçus par les autres, déçus par le monde ou parfois déçus par eux-mêmes aussi. Et donc, quels sont les TR? Bah, c'est évidemment, j'explique, je raisonne, je défends, j'essaie de convaincre l'autre, ou je m'efforce si c'est moi qui n'arrive pas. Hein, je devrais arriver à faire ceci, ça, et je suis constamment déçue par moi. Je devrais arriver à prendre ma place dans un groupe, je devrais arriver à faire ceci ou à faire ça. Et donc, j'essaie de changer les gens quand c'est les autres, ou échanger les choses, hein, voire échanger les valeurs de la société pour que ça corresponde à mes attentes. Attentes idéalistes, utopistes, en tout cas, attentes qui ne se réalisent pas. Donc, voilà le mapping. Donc, j'ai les attentes déçues de moi-même, des autres, du monde. Hein. Ça crée des émotions. Alors, elles varient. Hein. Les émotions, ça peut être de la tristesse, parce que je suis justement déçue, je suis triste. Ça peut être de la colère, parce que je suis furieuse que le monde ne se rend pas compte, les politiciens ne se rendent même pas compte au niveau écologique, de leurs décisions, etc. Ça peut être de la colère. Et ça peut être de la peur, parce que justement, les Israéliens, ils ne se rendent tellement pas compte que j'ai peur que le monde finisse voilà, de telle ou telle manière. Et donc, ça pourrait être de la peur. Donc ça dépend vraiment de la personne. Et évidemment, vis-à-vis des autres, les autres ne correspondent pas à mes attentes. Et évidemment, vis-à-vis d'eux, je fais tout ce que je disais tout à l'heure. J'explique, je défends, je raisonne, etc. à mon point de vue. Donc, il faut que ça se réalise. Donc, c'est vraiment... Alors, on est très souvent limite du but conscient, voire but conscient, hein, puisque les gens sont là, il faut que ça change, il faut que ça se réalise. En posant la question du but conscient, bien évidemment, on va recadrer et on va voir si on est effectivement dans un but conscient ou non. Mais donc, c'est tout à fait possible que ce soit un but conscient. Donc, c'est quand tout mon quotidien, tout tend vers cette attente-là, et que je suis constamment déçue. Hein. De nouveau, si mon quotidien tend vers un but, une action, et que je ne suis pas déçue, ça signifie que tout va bien. À 180 degrés, le verdict est difficile et dur, mais c'est que mes attentes seront déçues. Alors, mes attentes seront déçues, donc voilà, comment est-ce qu'on va recadrer ça?
Ben, d'abord, on va assouplir la vision du monde, puisqu'il y a la barre qui est mise trop haut. On va aller ramener les gens dans du réalisme plutôt que de l'idéalisme. Donc ça, c'est une question qui est intéressante et qui peut donner aussi en tâche. Donc, vous êtes idéaliste, et donc vous avez, j'entends bien, plein d'attentes, et c'est chouette parce que ça vous porte, ça vous tire, etc. Imaginons maintenant que vous soyez réaliste. On pourrait même dire, imaginons maintenant que vous soyez pessimiste. Qu'est-ce que vous pourriez encore attendre? Et comme ça, on pourrait voir ce qui est en trop, en réalité. Hein. La question du but conscient, évidemment, comme je le disais, est un recadrage, et on ne va pas la lâcher. Le constat, le monde nous déçoit, et ça fait partie de notre phase, même quand on est enfant, hein, un bébé qui naît, il sort du ventre où il avait à manger en permanence, puisque son sang était connecté à celui de sa maman, et donc il prenait tout ce qu'il avait besoin en permanence. Il sort et il apprend qu'il y a des moments où il a faim, parce qu'il n'y a pas le sein en permanence dans la bouche. Et puis il y a des moments où il apprend qu'il est séparé de sa maman. Et il va devoir apprendre et accepter ça. Quand on est bébé, ben, on est souple, on accepte. Aujourd'hui, voilà, vous avez 45 ans et c'est plus compliqué peut-être, mais en même temps, on doit aussi ajuster. On a en permanence ajuster, on doit en permanence ajuster nos attentes au monde, qui nous déçoivent, ou aux autres. Hein, vous allez utiliser les mots, les autres nous déçoivent. Ça, on peut prendre la même image, la maman qui n'est pas là, qui va travailler. L'enfant voudrait qu'il soit tout le temps avec sa mère, maintenant il va à la crèche parce qu'elle va travailler. À ce moment-là, la maman le déçoit, quelque part. Ce n'est pas cognitif à ce moment-là, bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui est vécu par l'enfant. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes déçu par les autres. Soi-même, on se déçoit aussi. Quand on est plein d'enfants ont rêvé d'être chanteurs célèbres, acteurs célèbres, etc. Et à un moment donné, ils réagissent. Je ne chante pas tout à fait juste déjà, ou bien je chante juste, mais ce n'est pas si facile la célébrité, et on réajuste. Et donc, on peut se décevoir. Ça peut être pour plein de choses, et on l'apprend petit. Petit, c'est plus facile. Aujourd'hui, c'est plus difficile, j'entends bien. Et donc, on va vraiment amener la personne à réajuster ses attentes. Alors, cette image-là, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mise, mais je ne sais plus pourquoi. C'est moi qui ai fait le prédit, mais ce n'est pas moi qui le donne généralement. Donc, ici. Donc je l'ai revue. Alors, j'en ai parlé avec Marie, qui l'a déjà donné. Elle me dit elle dit que c'est parce que c'est à force de mettre la barre trop haut, on passe en dessous et on est déçu. Donc, je sais pas si c'est ça que j'ai voulu mettre, mais voilà, je ne me rappelle plus ce que j'ai voulu mettre. J'ai laissé parce que comme c'est pas moi qui. Mais voilà, donc à force, effectivement, ça, moi, je le dis souvent, je dis, vous mettez la barre très haut et du coup, vous passez en dessous. Donc ça, c'est plus quand je me déçois moi-même. Enfin, en même temps, je peux mettre la barre trop haut pour les autres aussi. Et mon mari passe toujours en dessous. Et donc, voilà, voilà c'est mon mari que j'ai mis là en photo. Non, je rigole. Alors, oui, ça c'est une phrase de Sénèque. Moi j'aime Sénèque. Il y a plein de choses de Sénèque qui rejoignent notre approche. Donc le plus grand obstacle à la vie est l'attente. Parce qu'on on vise demain au lieu de profiter d'aujourd'hui, au lieu de vivre aujourd'hui. Donc on a tous des attentes sur des choses. Souvent elles sont déçues. On veut qu'on accepte, on régule. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. En permanence des attentes déçues. Et parfois on n'arrive pas à réguler. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici. C'est que alors que vous avez pu, vous ne dites pas à vos enfants vous déçoivent, etc. Or, peut-être que pour vos enfants, vous aviez à certains moments espéré, et puis vous avez appris. Vous dites surtout que ce qui vous déçoit aujourd'hui, ce sont les politiciens, parce que de eux, vous attendez quelque chose. Il va falloir malheureusement diminuer vos attentes. Parce que tant que vous êtes en train d'attendre comme ça, vous êtes en train de leur donner le pouvoir, non seulement de ne pas faire ce qu'ils devraient faire, mais en plus de vous gâcher la vie. Ça aussi, hein, il y a un peu cette notion de double peine. Hein. Non seulement vous n'avez pas, mais en plus vous gâchez la vie à cause de ce que vous n'avez pas. Un recadrage, j'ai encore utilisé hier, moi, avec une patiente par rapport à son mari. Elle attend que son mari réagisse d'une certaine façon. Il ne le fait pas. Alors, les tâches. Alors, il y a pas mal de choses sur l'attente. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la chaîne YouTube. Je vous ai mis le lien là, donc vous l'aurez. Il faut que je le retape, c'est un peu chiant, mais je ne savais pas vraiment le mettre autrement. Mais Anne-Françoise a fait, pour les 10 ans de virage, une intervention sur l'espoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais en tout cas, sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs. D'ailleurs, il y a celle de Clotilde aussi, qui est très chouette aussi, sur son thérapeute. Enfin, voilà. Donc, il y en a quelques-unes. Et donc, là-dedans, elle donne des tâches à faire aussi. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis.
Alors, notez les attentes et notez comment je vais être déçue. C'est une belle tâche et ça, vraiment, ça marche super bien. Moi, je suis époustouflée. Chaque fois que je la donne, en fait, les patients reviennent en disant, ah oui, en fait, j'ai moins été déçue, puisque dès que vous repérez, donc je la donne comme ça, dès que vous repérez que vous êtes de nouveau en train de vous dire, il faudrait que mon mari, ou il faudrait que la société, ou chez les politiciens quand même, il faudrait que... Dès que vous repérez ça, il faudrait que vous le notiez et que vous disiez comment ça ne va pas être à la hauteur. Comment il va réagir de nouveau, votre mari? Comment les politiciens, vous êtes sûr que il n'y aura pas ça, et ça, et ça, et ça. Et donc, ça marche très, très bien. Voilà, je l'utilise très régulièrement dans des relations familiales aussi, dans les familles recomposées aussi. Beaucoup, il y a des attentes et c'est très compliqué parce que la belle-mère ou le beau-père, quelque part, il a des attentes, mais il ne peut pas trop dire non plus parce qu'il est un peu mal pris, etc. Et donc, c'est important, s'il peut accepter le plus rapidement possible qu'il va être déçu dans ses attentes, bah, il va souffrir moins, en fait. Et quoi, le but de cette tâche, Marina, c'est qu'il note les attentes, il Oui. note comment il est déçu et Oui. quel est l'objectif. L'objectif, c'est qu'en notant comment je vais être déçu, je casse l'attente, en fait. Je ne vais plus me dire ça va se réaliser. En fait, la TR des attentes, c'est ça doit se réaliser. Donc, les attentes, c'est une flèche entrante. Ça vient, c'est plus fort que toi. Tu vas te dire, je rentre à la maison, j'espère que mon mari aura préparé le dîner. Tu vas te dire ça, ou pas, tu vas peut-être pas te le dire toi, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui se le dit et qui revient, qui vient consulter en disant, ben, je fais jamais rien, il n'a aucune initiative, ça me saoule, et j'espère qu'il n'aura pas oublié notre anniversaire de mariage. Et qu'au moment où tu te dis ça, tu te dis, non, mais il l'aura oublié en fait. Et je me prépare, et donc je casse l'attente. Parce que donc, la flèche entrante, c'est l'attente, et la flèche sortante, c'est ça va se réaliser, ça doit se réaliser. Et on coupe ça. Non, ça ne se réalisera pas, en fait. Donc, c'est vraiment ça le but de noter comment je vais être déçu. Je me prépare à être déçu, quoi. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, noter mes attentes et mes objectifs et les classer entre réalistes ou non. Ça, c'est aussi une tâche qui fonctionne bien. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que je dois renoncer ou pas, du coup, derrière? Et donc, après, la fois d'après, on reprend. Et en fait, la première, c'est là en orange, là. Je ne la reprends, enfin, je la reprends pas. Je ne demande pas de me donner les notes et de dire, je demande juste, voilà, est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, etc. La deuxième, on peut reprendre les attentes et vérifier le classement aussi. Parce qu'on peut avoir des gens qui ont classé en réaliste des trucs, en fait, qui ne le sont pas, quoi. Et ça peut être aussi ça peut être aussi entre réaliste ou non, et puis sur quoi j'ai du pouvoir ou pas aussi. Ça peut être une autre manière de le faire. Donc, noter toutes mes attentes et puis noter sur quoi j'ai du pouvoir, sur quoi j'en ai pas. Travailler sur je fais ma part. Je ne veux pas tout changer, mais je fais ma part. C'est quelque chose d'important parce que dans notre vie, en fait, on est tout le temps amené à... Il y a des gens qui disent qu'il faut lâcher prise et tout ça, mais moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Ici, je prends un exemple personnel. Voilà, j'ai mon bouquin, il va sortir, donc enfin. Ça fait des années que je me dis, il faut écrire un bouquin. Mais si je lâche prise, je ne le fais jamais, en fait. Donc, il faut quand même que je fasse ma part. Et puis après, voilà, après, j'aurais pu ne pas trouver d'éditeur, j'en sais rien, mais se dire, faire sa part dans la vie, c'est important. Donc, il y a à la fois une adaptation, et ça, c'est le lâcher prise dans la vie, et à la fois une partie de moi qui contrôle quand même des choses, heureusement. Et donc, c'est tout le temps, et souvent nos patients, je trouve, c'est les aider à retrouver cet équilibre entre les deux, pour pas qu'ils veuillent tout contrôler et que du coup, bah, on les amène, enfin, du coup, on va devoir les amener alors à une partie de lâcher prise. Mais il y a des gens qui ne font plus rien, et donc on doit les amener à faire aussi. La question du but conscient en tâche, évidemment, je l'avais mis en cadrage, mais elle peut être donnée aussi en tâche. Tous les matins, je vais vous demander de vous dire que jamais, quoi que vous fassiez, quoi que vous essayez, votre mari n'aura de telles initiatives. Et je voudrais que vous imaginiez qu'il n'y aura jamais de telles initiatives et vous demandez tous les matins, puisque je sais ça, qu'est-ce que je ferais différent aujourd'hui?
et vous le notez. Je ne vous demande pas de le faire, je vous demande juste de le noter et vous revenez avec ça. Et puis après, on va aller vers des tâches qui vont amener la personne à faire ces choses-là pour qu'elle lâche prise, en fait. Et évidemment, des tâches sur mesure en fonction du contenu de l'attente. Il peut y avoir aussi des tâches sur mesure. Alors, ça pourrait être, je ne sais pas, moi aussi, l'attente. Je vais prendre le mari qui ne fait pas. Mon pauvre mari, il fait plein de choses. Hein. Je me dis, donc, le mari qui ne fait rien, aucune initiative. Des tâches sur mesure. Oui, c'est ça. Ça pourrait aussi être des tâches en mode réfléchir, voilà, réfléchir à est-ce que je le quitte, est-ce que j'essaie encore de le changer, on met des choses en place pour lui mettre à lui de l'inconfort du fait de rien faire, ou est-ce que je renonce. Donc, ça peut être des tâches comme ça aussi. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi pour travailler l'attente. OK? C'est clair pour vous? Ouais. Donc, je dois savoir, hop là, on y va. Je dois savoir, qu'est-ce que je dois savoir? Ben, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réagi autrement? Donc, on arrive à ces fameuses questions sans réponse. Hein. Ça se passera comme ci ou comme ça après, etc. Et donc, quelque part, ben, voilà, les tentatives de régulation, vous les connaissez, c'est essayer de répondre aux questions qui n'en ont pas, qui n'ont pas de réponse, enfin. Ne pas agir parfois, parce que du coup, à force de me dire comment ça va se passer, etc., je suis dans le non-agir. Et puis en parler pour nourrir mes réponses pour des questions qui n'ont pas de réponse. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve quasiment systématiquement. C'est non seulement dans ma tête, je cherche la réponse, mais en plus, je la cherche aussi dans la tête des autres. Et donc, je vais en parler à l'extérieur. Le mapping, donc, ben, souvent, c'est la peur de mal faire, ou de perdre le contrôle, ou d'avoir mal fait, puisque ces questions sans réponse, elles portent sur 3 thèmes principalement. Ça, c'est quelque chose que je dis d'ailleurs aux patients. Je dis, voilà, vous avez des questions qui vous viennent, etc. Il y a 3 thèmes sur lesquels ça peut venir, ce genre de questions. Et on va voir si vous vous en souvenez de ces 3 thèmes. Quelqu'un s'en souvient? C'est quoi les 3 thèmes? Je Oui. pense, c'est des questions où on a une réponse tout de suite dans sa tête, c'est des questions où on doit aller Ah oui, non, rechercher la réponse, oui, c'est pas ça? ça c'est des tours. Oui, ça c'est vrai pour les questions. Mais non, il y a 3 thématiques de questionnement. Et c'est les questions sur le passé, sur le futur dans la tête des autres. Oui, c'est ça, exact. C'est les questions, effectivement, sans réponse. Ben, je ne sais pas ce qui va arriver, j'aimerais tellement le savoir, bien évidemment. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais réagi autrement, et donc j'aurais envie de refaire le passé. Et la tête des autres aussi, je me demande ce que les autres pensent. Et en fait, je n'ai pas accès à ça. Donc, ce que je fais de ces pensées-là, ben, c'est que j'essaie de trouver les réponses. J'en parle à l'entourage, qui tente aussi de trouver les réponses. Ce que je me dis, c'est il faut que je sache, je dois savoir, et je ne passe souvent pas à l'action. Et j'ai des insomnies. Ça, je l'ai un peu mis à toutes les sauces, mais comme je vous le disais, c'est souvent présent dans les prises de tête. À 180 degrés, c'est donc il n'y a pas de réponse. Je ne saurais pas. Il faut que je sache, c'est je ne saurais pas. Alors, dans les recadrages, c'est où peut-on trouver la réponse à cette question? Donc ça, c'est un recadrage important. Où se trouve cette réponse? Parce que c'est une prise de conscience, évidemment, qu'elle n'existe pas, malheureusement, et en tout cas pas dans ma tête. Ou bien elle existera quand ça concerne l'avenir. Alors ça, c'est ce que je fais, mais... Enfin, oui. Voilà, parfois il y a de la terre et quelque part il y a des graines qui vont tomber dans cette terre. Ce sont des questions qui vont émerger parce que vous vous demandez, parce que vous êtes dans une période où vous vous demandez si vous allez rester avec votre mari, si vous feriez mieux de partir ou de rester, si vous dites quand je vais être avec ce groupe-là, est-ce que je vais savoir parler, est-ce qu'on va m'écouter? Toutes des questions qui peuvent apparaître dans notre vie. Et malheureusement, comme ces questions sont sans réponse, chaque question crée de nouvelles questions, un peu comme une plante qui se déploie, et c'est plutôt une mauvaise herbe puisqu'elle vous torture, puisque vous me dites que vous prenez la tête en permanence. Et donc, toutes ces questions-là sont sans réponse. Parfois, évidemment, il y a, et ça arrive évidemment, heureusement, une question qui a une réponse. Par exemple, si on se dit combien vaut ma maison si jamais je devais la revendre, là, on peut aller trouver la réponse auprès d'un agent immobilier, etc. Et donc, il va falloir apprendre à couper les questions sans réponse. Et donc, il va falloir couper après la première question.
Et pour ça, je vais vous demander de noter dans un carnet toutes vos questions et de vous demander est-ce qu'il existe une réponse quelque part. Et si ça n'est pas le cas, vous allez dire stop, non, il n'existe pas de réponse. Et si c'est le cas, vous notez là où vous allez pouvoir trouver la réponse à votre question. Voilà, elle a parlé de ma place. Donc, ça, c'est le grand classique des questions sans réponse. Moi, c'est un truc que j'ai déjà fait 50 000 fois, je crois. Et ça marche très bien. Il faut insister auprès des gens sur le fait que... Moi, j'insiste toujours sur le fait que ça fonctionne parce que j'ai déjà expérimenté plein de fois, ça fonctionne. Si vous le faites systématiquement ou le plus systématiquement possible. Parce que parfois, je dis, parfois, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite après la première question que vous êtes là-dedans. Parfois, vous serez déjà... L'arbre à question aura déjà un peu grandi, mais vous coupez à ce moment-là. C'est pas grave. Dès lors que vous vous rendez compte que vous êtes de nouveau en prise de tête, vous coupez. Donc, et si vous le faites de manière systématique, et ça vraiment j'insiste, alors vous allez voir que ça va devenir un nouveau réflexe que vous allez ancrer. Alors, ça, ce sont, souvent j'en parle, je dis, voilà, en fait, c'est un fantasme. Donc, comme disait Caroline, les questions, souvent, ça porte sur ce que pensent les autres. Et donc, bien sûr, si j'avais agi autrement dans le passé, donc on a ça dans l'effet papillon. Puis il y a aussi évidemment des multiples films ou livres qui imaginent qu'on visualise déjà le futur et qu'on le connaît. Donc, ce sont des fantasmes en fait humains, et c'est pour ça que c'est normal, et c'est ça qui est très important, c'est de recadrer comme c'est normal. Je ne l'ai pas mis dans le cadrage, tiens, mais je trouve que c'est important de le dire. Normal d'avoir ces questions qui vous viennent dans votre tête. C'est normal si vous êtes en crise de couple de vous dire est-ce que je reste, est-ce que je pars? C'est normal. Et est-ce que ce sera mieux si je reste, si je pars? Et comment vont réagir les enfants si je pars? Si vous êtes en train de décider que vous allez partir, c'est normal de vous demander comment vont réagir les enfants. Mais on ne le sait pas. Donc, c'est important, on rejoint la flèche entrante, qui est la question de base, parce qu'elle est légitime, normale, vu le contexte, etc. Super important. On n'est pas en train de leur dire, c'est vraiment important. Vous ne pouvez plus avoir de questions. On dit bien, arrêtez de répondre à des questions qui vous viennent, mais qui sont normales qu'elles vous viennent. Donc, on ne lutte pas contre ces flèches entrantes. Et donc, c'est vraiment capital de rejoindre la personne dans le fait que c'est OK d'avoir cette question. La seule chose, c'est que comme vous faites pour l'instant, c'est que vous lui donnez de l'ampleur et vous multipliez les questions. C'est pour ça que l'arbre à questions, je pourrais être un recadrage très aversif, parce qu'on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de questions. Et parfois, j'entoure même l'arbre et je dis, c'est une torture, en fait. Vous êtes en train de vous construire vous-même une torture dans votre tête. Et les gens disent, oui, c'est une torture. Donc, parfois, je dis ça aussi, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin sans aiguille. Ce que vous faites, vous allez pour un petit temps. C'est une autre manière de recadrer. Au niveau des tâches, ben, évidemment, la première, c'est celle que j'ai mise dans la petite vidéo. Là, hein, on cherche, sinon on barre la question, on met une croix à côté. Et maintenant, avant, je donnais juste ça. Et maintenant, très souvent, je leur donne une réponse toute faite. Comme ça, quand la question vient, je me donne la réponse toute faite. Selon que c'est plus sur l'avenir, je veux dire, on verra bien. Ou bien c'est je ne sais pas. Ou même je ne saurai jamais, parfois je dis. Quand les gens se posent des questions sur si j'avais réagi autrement, si j'avais fait ça, si je ne l'avais pas épousé, alors ceci, ça, si j'avais fini mes études, vous ne saurez jamais. Et donc, je leur apprends et j'essaye de, presque en mode un peu hypnotique, leur dire, voilà, à chaque fois que la question vient, vous dites, je ne saurai jamais, on verra bien. L'avenir me le dira. Enfin voilà, c'est des réponses comme ça. Et et je trouve que ça rajoute, ça rajoute quelque chose par rapport à juste, je cherche de barre, je bloque. D'avoir une réponse toute faite qui doit venir de manière systématique. C'est plus facile, j'ai l'impression, parce que sinon on reste avec le vide, en fait. Tandis que si on met une réponse toute faite, et c'est toujours la même, et vraiment, il y a une espèce de truc un peu automatique. Et donc, et je leur explique. Et en fait, souvent aussi, je ne sais pas marqué dans le précis ici, mais moi, j'élargis, en fait, et je dis, voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est par rapport à votre crise de couple. Un jour, peut-être, par rapport à votre boulot, vous poserez des questions. Et ce sera intéressant pour vous d'avoir ce truc que je vous ai appris là, de repérer, est-ce que ce sont des questions pour lesquelles il existe une réponse ou pas. Parce qu'en fonction du fait qu'il existe une réponse ou pas, bien évidemment, vous allez pouvoir faire comme on le fait maintenant, vous dire je ne sais pas, ou vous dire on verra bien. Et
et pas commencer à partir dedans et de nouveau à vous torturer. Et donc, c'est important d'élargir ça pour la personne, qu'elle se rende compte que, voilà, parce que souvent, dans vos patients, vous avez déjà dû le remarquer, vous avez les personnes qui se prennent la tête sur un truc, en fait, ils se prennent souvent la tête sur d'autres choses aussi. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est un fonctionnement, en fait, c'est un fonctionnement d'aller chercher dans ma tête mes réponses. Souvent, ce sont des personnes qui sont évidemment mentales, mais qui sont aussi... moi, je trouve que finalement, c'est aussi lié au côté intellectuel des gens. Donc, plus on est intellectuel, plus on a l'impression qu'on peut résoudre des choses avec notre tête. Parce que c'est vrai. Et plus on est intelligent aussi, j'ai envie de dire, plus notre tête est puissante quelque part. Mais sauf qu'il y a des réponses qu'elle n'a pas, même si on est très intelligent. Et c'est ça que moi, je le renvoie aux gens. Je dis, bah, c'est parce que vous êtes quelqu'un, par exemple des ingénieurs, quoi. Je vais dire, voilà, vous êtes quelqu'un qui travaille avec votre tête en permanence. Votre tête, elle est tout le temps là pour répondre à des questions que vous devez développer au boulot, etc. Et donc, c'est comme si vous pensiez qu'elle a aussi la réponse sur comment je vais le dire à mes enfants, ou est-ce que mes enfants, comment vont réagir mes enfants quand je vais annoncer que je quitte ma femme. Mais en fait, malheureusement, elle ne l'a pas. Donc, ça, c'est aussi un cadrage. En fait, je ne crois pas que j'ai mis ici. Donc, alors là, on est sur ce que Caroline disait tout à l'heure. Donc, choisir de bloquer ou de prendre une heure pour tenter de répondre à la question sans réponse. Donc, moi, je trouve que ça, c'est aussi utile. Je ne le donne pas la première fois. C'est plutôt si je vois que la personne n'arrive pas à bloquer. Si elle n'arrive pas. Donc, moi, je ne donne pas ça spontanément du premier coup, mais je pense que c'est ce que Caroline disait aussi tout à l'heure. Ce n'est pas du premier coup. C'est si on voit que c'est trop compliqué, alors on l'en met. Et alors là, j'ai mis une heure. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit une heure pour celle-là. Je mets une heure parce que je veux vraiment saturer. Pendant une heure, vous mettez votre téléphone. Donc, moi, je le dis toujours comme ça, hein, comme je l'ai dit tantôt. Vous mettez votre téléphone à sonner une heure plus tard. Pendant une heure, je veux que vous ne fassiez rien d'autre. Vous vous arrêtez et vous concentrez et vraiment vous cherchez une réponse à cette question qui, à mon avis, n'en a pas. Mais je vous laisse, prenez-le. Et puis, si elle revient plus tard, de nouveau, vous choisissez de bloquer ou de prendre l'heure pour répondre à cette question sans réponse. Alors, oui, avant d'arrêter d'en parler en l'entourage, enfin bon, je peux le laisser, c'est pas ça, c'est un peu une évidence. Je vais dire quelque chose encore sur l'autre. Oui, c'est ça. J'ai déjà eu des patients qui me disent, mais moi, j'aime bien réfléchir comme ça, même s'il n'y a pas de réponse. Je dis, ah ben, vous êtes un peu philosophe. Parce que les philosophes, c'est ce qu'ils font, en fait. Hein, ils cherchent des réponses à des questions qu'ils n'en ont pas. Et donc, je dis, ah ben ça, c'est intéressant. Et alors, octroyez-vous ce plaisir 1 heure par jour. Et là, je fais de la canalisation. Et donc, je dis 1 heure par jour, vous allez continuer, ça sera toute votre vie, vous pouvez le garder, peut-être à certains moments, ce sera une demi-heure, et puis à d'autres, ce sera 1 heure par semaine même, enfin voilà, mais gardez ce plaisir-là alors, mais que ce soit un plaisir, parce que pour l'instant, vous m'expliquez que vous êtes envahi. Et donc, ça, il m'est arrivé avec des patients de leur maintenir ce moment où ils réfléchissent à des questions, voilà, existentielle, quoi. Et donc voilà, et si c'est un plaisir, et je dis toujours, vous êtes un peu philosophe, parce que les philosophes, c'est ça qu'ils font, en fait. Et donc, c'est très bien de faire ça. Et moi aussi, j'aime bien à certains moments. Mais on doit distinguer, et donc ça, c'est important. De nouveau, ça pourrait même faire l'objet d'une tâche, de distinguer les questions pour lesquelles c'est plaisant pour moi de me prendre la tête, et celles pour lesquelles c'est pas plaisant. Ça peut être une tâche aussi. Parce qu'on peut leur poser la question, hein, c'est intéressant de poser la question. Est-ce que c'est une torture ou est-ce que vous aimez? C'est déjà aussi recadrant comme question. Et certaines personnes peuvent se rendre compte qu'elles aiment. Et le problème, du coup, a disparu, si on peut dire. C'est un peu simple, hein, mais on pourrait imaginer. Mais là, tu lui fais quand même, tu essaies quand même que ce ne soit pas tout le temps la journée, sauf si la personne adore. Alors bon, ben, en Oui. général, c'est que Oui. c'est donc elle pas pour ça. Mais si c'est quand même elle aime, mais c'est tout le temps, tu fais plutôt canaliser. C'est ça que tu dis alors. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je fais en général alors canaliser, et sauf si, comme tu dis, elle aime tout le temps, mais alors en général, elle ne consulte pas pour ça, ou c'est pas son truc, quoi. Mais effectivement, oui. J'avais une patiente comme ça assez intéressante, elle était en burn-out et elle avait des insomnies. Et donc j'ai creusé sur les insomnies, qu'est-ce qu'elle venait lui dire la nuit. Et en fait, par ailleurs, son burn-out était au boulot, mais elle essayait de se reconvertir en écrivain. Mais comme elle était trop fatiguée, elle n'arrivait plus à écrire pour l'instant sa dose qu'il lui fallait la journée. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait peur que ces idées qui venaient la nuit lui échappent. Et donc elle venait effectivement la nuit parce que c'était important pour elle, cette nourriture et cette créativité. Et du coup, on a pris 1 heure en journée
pas trop tard, vers 4 heures, où elle notait toutes ses idées. Et si elle avait qui lui avait échappé pendant la journée, elle avait un dictaphone la nuit pour juste les dire très vite. Et en fait, ces insomnies se sont progressivement arrêtées parce qu'elle redonnait une place à ses pensées sur quelque chose qui était utile pour elle. Oui, 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 Euh, tout à fait. Et c'est très utile. Et c'est vrai que ici, j'ai pas tellement développé sur les insomnies, mais c'est très utile noter ce qui vient la nuit pour s'en dégager de la tête et en même temps pas le perdre quand c'est des choses qui sont importantes, effectivement. oui, 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 c'est super, c'est super. Parce qu'effectivement, oui, parce que quelque part la journée, il aurait voulu que ça vienne et la nuit, il les chassait, quoi. Enfin, oui. Et un- donc, ça n'allait pas y avoir des équilibres de timing, quoi. Oui. il y a un petit problème. Oui, oui, non, tout à fait. Donc, c'est bien, c'est intéressant. Et donc, arrêter d'en parler à l'entourage, donc ça, c'est évident. On le pose assez vite, en fait. Et ce qu'on peut faire, parce que, bon, imaginons quelqu'un qui est en train d'hésiter à quitter sa femme ou pas, euh, on peut quand même, enfin, ça peut être, souvent je dis, en fait, aux patients, je dis, en fait, c'est pas le problème le problème n'est pas de parler à l'entourage, le problème est que l'entourage répond. Parce qu'en répondant, ils nourrissent. Et donc, on peut aussi dire à la personne, voilà, si vous pouvez choisir peut-être une personne ou deux personnes à qui vous en parlez, et vous lui demandez de ne pas répondre aux questions, de juste comprendre, entendre, écouter, éventuellement même écouter en silence. Parce que parfois, pour les gens, dire juste, vous arrêtez d'en parler à l'entourage, j'ai envie de dire, c'est un peu court, quoi, et c'est un peu trop difficile si c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Donc, si vous pouvez prendre une de vos amies ou votre sœur ou machin, à qui vous pouvez vraiment en parler librement et en lui disant qu'elle n'essaie pas de donner une réponse parce qu'il n'y en a pas. Vous pouvez lui expliquer ce que je vous ai expliqué avec l'arbre et les fleurs. Et simplement, vous lui demandez du coup de vous écouter et de dire, ah bah oui, c'est difficile, c'est vrai que c'est compliqué, etc., qu'elle vous rejoigne émotionnellement. Parce que juste arrêter d'en parler, c'est parfois un peu difficile. Parfois pas, hein, parfois il y a des gens qui arrivent tout à fait à arrêter d'en parler. Donc ça vaut la peine de dire, voilà, est-ce que c'est possible pour vous de ne plus en parler? Parce que, donc, alors ça, vous avez bien évidemment, ça je le passe hein, pour vous, mais vous avez bien montré la boucle, que plus elle en parle, plus les gens répondent et ça donne des nouvelles questions. Souvent, je dis, voilà, vous en parlez avec votre amie et puis vous partez et vous dites, ah oui, Sophie, elle dit ça. Mais en même temps, Sophie, elle n'est pas vraiment à ma place. Et donc, ça, et je dis, voilà, comment, en fait, ce que Sophie a dit génère encore d'autres questions parce qu'elle a peut-être raison ou peut-être au contraire, elle ne comprend pas. Et donc, hop, on a deux questions qui sortent de ce que Sophie a proposé. Et donc ça, je le dis texto. Et donc ça, c'est dans la séance plutôt, c'est au moment où elle parle de Sophie et qu'elle se confie à Sophie, etc. Et à la fin, du coup, ça permet de dire, évidemment, ben, comme on a vu quand vous parlez à l'entourage, etc. Et donc, c'est à ce moment-là. Mais alors, je vais dire, mais par contre, ça peut peut-être être difficile pour vous de ne plus en parler du tout. Alors, il y a des gens qui disent, non, non, je pense que c'est possible, parce qu'ils ont vu que c'était mauvais, en gros. Et puis d'autres qui vont dire, oh, ouais, mais c'est dur quand même. Et là, je leur propose alors de garder quand même une personne ou l'autre à qui ils peuvent en parler. Et si possible, la personne en silence ou avec de l'empathie, mais sans réponse sur le contenu, sur le fond. Alors, je dois me cacher. C'est quoi la pensée qui fait qu'on se dit que on doit se cacher, d'après vous, sans regarder les notes que je vous ai envoyées? J'ai honte. Je suis nulle. Je suis nulle ou des dérivés. Hein. Je ne suis pas à la hauteur de ceci, ou quand je suis avec mes potes, ceci, ça. Donc, j'essaie d'être transparente. Je n'ai pas confiance en moi. Le regard des autres me fait peur. Tout ça sont des déclencheurs de toutes ces pensées négatives. Et donc, la TR, effectivement, donc c'est des TR de honte quelque part. C'est je m'isole, je me coupe des autres, je me compare et je me cache. Je me fais le plus discrète possible. Voilà. Je dois cacher que je suis nulle, que je suis idiot, que j'ai jamais d'humour, que je trouve jamais la phrase intéressante, etc. À 180 degrés, je peux m'afficher ou afficher mes faiblesses. Alors, les recadrages sont... quelqu'un, oui, alors ça c'est un recadrage que je fais très souvent, je le pose en question à la personne, je dis, en fait, vous pensez que dans un groupe, quelqu'un qui dit jamais rien, ou quelqu'un qui dit quelque chose non, simplement quelqu'un qui dit jamais rien, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui du coup paraît intéressant ou pas?
Parce que bien évidemment, eux sont dans cette posture où ils disent rien, parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de se dire ce que je vais dire ne va pas être intelligent, ou les gens ne vont pas apprécier, ou les gens. Et donc, effectivement, ils vont se retrouver. Ce recadrage-là va leur montrer comment leur TR n'est pas ultra fonctionnel, parce que c'est pas ça qui donne pas l'impression d'être. Enfin, ça donne pas l'impression de quelqu'un de moins nul quand on ne dit rien. Alors, il y a cette métaphore que je pense que vous connaissez tous de l'âne, du père et son fils et l'âne et du jugement. J'ai encore raconté il n'y a pas longtemps dans un groupe, je pense, avec Elisabeth et Caroline, mais je ne suis pas certaine. Mais, Je ne sais pas si c'était avec nous, mais je la connais. non, alors, c'est pas avec vous, parce que tu t'en souviendrais quand même. J'ai Ouais. répondu en supervision la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais je ne sais plus. Ou c'est Yasmine? Non, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Mais donc voilà, cette métaphore-là, vous la connaissez tous, hein, c'est OK. Hein. Plus vous évitez de prendre votre place, plus ça vous fait peur, évidemment, parce que ce qu'on évite devient de plus en plus dangereux. Et donc, moins vous prenez votre place, bah, plus les autres d'abord prennent toute la place. Donc, plus c'est difficile de la prendre aussi. Et plus ça fait peur. Alors, comment cacher un bouton? Ça, j'utilise très souvent. J'ai trouvé l'image, j'étais très contente parce que souvent, je dis aux patients, en montrant ma joue comme ça, je dis, si j'ai un bouton là et que je me dis, je vais le cacher, je vais peut-être tout le temps mettre mes doigts devant et en fait, c'est comme si je le montrais. C'est comme si je le mettais en avant. Donc, de vouloir cacher quelque chose, en fait, on le met en avant. De vouloir cacher que j'ai rien à dire, que je trouve rien à dire, ben, si je me tais, je le montre encore plus. Alors, oui, c'est aussi, à force de te cacher ou de jouer un rôle, ils ne vont pas t'aimer vraiment pour ce que tu es, pour qui tu es, puisque personne ne te connaîtra vraiment. Et en tâche, alors, ben voilà, ça c'est une tâche assez classique que je donne, c'est imaginer déjà que je dis quelque chose, et imaginer aussi comment je le dirais, et derrière, du coup, ce serait quoi le risque? Donc ça, pour moi, c'est une tâche qui est extrêmement intéressante parce qu'elle a plusieurs avantages. C'est imaginer que je dis quelque chose, donc ce serait quoi? Donc c'est déjà faire l'effort de chercher, parce qu'il y a des gens qui ne vont même pas chercher parce qu'ils vont se dire ce que je vais dire va être con, ce que je vais dire va être con, donc je suis obligée de construire. Je dois voir comment je le dirais. Donc je dois construire aussi comment je vais l'exprimer, ma tournure de phrase. Et quel serait le risque? Donc, si j'imagine que je dis ça comme ça, de cette manière-là, quel est le risque? Qu'est-ce que les autres pourraient se moquer, me nier, enfin, j'en sais rien, réagir de telle ou telle manière, me traiter d'imbécile, enfin voilà, quel serait le risque? Et donc, c'est déjà une tâche qui est très intéressante. Donc, je dis ça et sans le dire. Ils n'ont pas de changer, pour l'instant, de rester silencieux, même si vous envoyez un message peut-être qui n'est pas tellement positif pour vous. Donc, ça, je le donne quand même, je le sème encore. Hein, je dis, vous continuez comme ça, mais vous êtes une carpette. Pour certaines personnes, vous continuez comme ça et vous restez avec un message pas très positif pour le groupe. Mais ce n'est pas grave, vous restez silencieux. Je veux juste que vous imaginiez ce que vous diriez, comment vous le diriez et quel serait le risque si vous le disiez. Et vous notez ça et on en reparle la fois prochaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc, on les a fait travailler sur comment, déjà. La fois d'après, on pourra, avec eux, retravailler sur le comment, si on veut. Et avec ce serait quoi le risque? On entame un pire. Si on veut faire un pire, on a déjà les peurs, les risques, et après, on peut dire, OK, ben, imaginons qu'il fasse ça et que... Donc, on a une série. Et alors, oui, alors la chose encore intéressante en plus dans cette tâche, c'est que pas mal le disent. Parce qu'en se disant ce serait quoi le risque, ils se rendent compte que, alors pas chaque fois, mais parfois ils disent, en fait, je l'ai quand même dit parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de risque. Et donc, parfois, ça les fait passer aussi à l'action. Même si moi, j'ai dit de ne pas passer à l'action, mais je l'ai dit en plus d'une manière aversive. Et donc, tous ensemble, je trouve que c'est une tâche, vraiment, c'est quelque chose que je donne assez souvent. J'ai entendu Caroline Dudonné, que tu donnais assez souvent aussi. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ça nous ouvre à plein de possibilités, en fait, de travailler après. Et en plus, ça met parfois les gens déjà en action. Donc, ben voilà, du coup, après, ben dans la manière de dire, on va utiliser la peur. Donc, souvent, je dis aux patients, je dis en fait, votre peur, donc la peur d'être jugé, par exemple, la peur d'avoir l'air idiot, la peur d'avoir l'air con, enfin voilà. Je dis, votre peur, en fait, elle est intéressante, elle nous dit quelque chose. Notre peur, donc là, je fais tout le travail qu'on fait avec la peur en donnant l'utilité de la peur.
moi je parle souvent des hommes de Cro-Magnon, on est là parce qu'ils ont eu peur des bêtes sauvages, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, etc. Enfin, ça aurait été peut-être bien pour la planète, mais bon, voilà. On est là, c'est comme ça. Et donc, en fait, je vais dire, voilà, on va utiliser cette peur parce que la peur, elle est une alliée. Elle vous dit, ça pourrait être, tu pourrais avoir l'air idiot, mais vous allez l'utiliser. Donc, en ayant été voir c'est quoi la peur, si dans le risque, c'est aussi encore un avantage de cette première tâche en orange, là, dans le risque, je veux aussi avoir l'idée du message de comment je vais le prendre. Je vais reprendre le message que la personne voudrait dire. Donc, par exemple, elle dit, bah, j'aurais une idée, je m'étais dit, tiens, j'ai cette idée-là, et je me suis dit, je pourrais dire, oui, voilà, moi, je me demande si ça pourrait faire ça, et je dirais, OK, et ce serait quoi le risque? Ben, ce serait qu'il me trouve idiot. Je dirais, OK, on va écouter ta peur, qui dit que ça, on pourrait te trouver idiot, et donc c'est toi qui vas le dire. Vous allez trouver peut-être c'est idiot, mais moi, je me demande si on ne pourrait pas faire comme ça. Et donc, on va utiliser ces deux questions-là, en fait, pour en faire une manière de présenter les choses qui va évidemment à 180 degrés de cacher, puisqu'on va montrer, afficher notre faiblesse quelque part. Et comme je le dis souvent aux patients, l'avantage, c'est qu'en le disant vous-même, même si les autres le disent, ça n'aura plus la même saveur pour eux si jamais ils vous trouvent con. Et puis, un idiot qui sait qu'il est idiot, il est déjà un peu moins idiot que les autres. Et donc, on va utiliser donc, ce risque pour ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. En plus, je trouve toujours intéressant de donner du sens aux émotions, puisque les gens luttent et ils se disent, je ne devrais pas avoir peur, etc. Non, c'est intéressant d'avoir peur. La peur c'est une partie de vous. Donc, ça, moi, j'utilise beaucoup aussi, parce qu'au lieu que ce soit vous tout entier qui avez peur, c'est une partie de vous qui a peur. Et ce n'est pas idiot qu'elle ait peur. Donc, vous n'êtes pas complètement idiot, d'ailleurs. Cette partie-là, au moins, elle ne l'est pas. On pourrait dire. Et donc, cette partie de vous, elle vous rappelle que ça peut paraître idiot, que ça peut paraître ridicule, que, je ne sais pas moi, voilà, je sais pas de tout quoi les gens peuvent avoir peur. Et vous allez l'utiliser pour le dire, pour dire le contenu que vous souhaitez dire. Et donc, vous allez prendre en compte cette partie, elle va être écoutée, et c'est rassurant pour elle d'être écoutée. Alors, les personnes qui se comparent, il y a un article de Clotilde, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il vient d'être mis en ligne sur la comparaison, donc sur le blog, sur le site, en fait, si vous allez sur le blog, enfin, je suppose que vous le savez, vous êtes plus ou moins tous assez anciens pour le savoir, mais sur le blog, il y a Parole à nos formateurs, et dans la parole à nos formateurs, il y a un article tout récent de Clotilde sur la comparaison. Donc, si la personne se compare, on va lui demander de se comparer non pas à la star, parce que c'est ce que les gens font, hein, donc ils se comparent. Ils sont le mec silencieux du groupe qui ouvre jamais la bouche et ils se disent, ah, je devrais être comme petit Paul, il est dingue, il est drôle, etc. Et donc, de se comparer à tout le monde. Parce que dans le groupe, il y en a peut-être un autre qui ouvre pas la bouche, il y en a peut-être un qui dit tout le temps des conneries. Et donc, c'est ça, si les gens qui se comparent, on dit, ok, vous pouvez vous comparer, mais alors, vous demandez de vous comparer à chaque personne qui est dans la pièce, par exemple. Alors bon, si c'est un auditoire, on ne va pas demander à chaque personne qui est dans la pièce, mais on va demander d'en prendre quelques-unes. Enfin voilà, on va un auditoire ou un amphi, pardon, pour les Français. On ne va pas demander de prendre toutes les personnes dans la pièce, on va demander d'en prendre l'une ou l'autre, mais on va mettre en lumière le fait que si on se compare toujours à la personne qui fait le mieux les choses, on est toujours en échec. Et donc forcément qu'on se trouve nul. Donc au plus vous vous comparez à cette personne-là, au plus vous vous sentez nul. Hein. Ça, c'est la formulation qu'on peut faire par rapport à cette comparaison. Alors, si tu étais toi-même, tu ferais comment? Donc, demande à la personne si... ça, c'est un peu l'idée, qu'est-ce que tu dirais, comment tu dirais, tu ferais comment? Et puis après, on peut aller voir les risques, on peut aller derrière creuser. C'est plus pour des personnes qui mettent des masques, qui se cachent. Hein, Marina, est-ce qu'on peut dire, s'il n'y avait aucun risque, tu ferais comment? Oui, on pourrait. On pourrait. Et puis dire, mais du coup, aujourd'hui, donc imaginons, donc la personne dirait, bah alors, je sortirais mes blagues comme elles me viennent dans la tête, je sais pas, des trucs comme ça. Et, ok. Et aujourd'hui, du coup, si tu sortais tes blagues comme elles viennent dans ta tête, ce serait quoi le risque? Et alors, ce serait que ma blague, personne ne la trouve drôle. Ok. Bah, peut-être que vous n'avez pas trouvé ça drôle, mais moi, ce qui me vient dans la tête, c'est... Voilà. Et donc, j'annonce, j'utilise le risque. Donc, je reviens un peu à cette idée-là. Avec si tu étais toi-même, tu ferais comment?
Mais c'est en tout cas important pour nous de le savoir parce que savoir comment la personne ferait ou comment j'aurais envie de le dire pour que on comprenne bien en fait ce qu'elle s'empêche de faire en fait. Hein. Donc c'est intéressant. Voilà, voilà. Je pense que je suis au bout de la partie théorique.